tout le monde, ici Juju SABE. Aujourd'hui nous allons enfin vous parler des 4 Fantastiques Premier Pas. Le sous-titre était pas obligatoire, je pense que les 4 Fantastiques auraient suffi déjà. Mon premier pas est surtout là pour symboliser le côté astronaute, premier pas sur la Lune, les premiers pas d'un certain personnage. Et j'ai presque envie de dire le fait que le combat final concerne certains pas à effectuer. Donc on va dire qu'il y a des sous-textes un peu partout, et aussi pour l'époque. Donc réalisé par Matt Shakman, donc le 4 Fantastiques, qui avait réalisé précédemment, et c'est pour ça qu'il a été engagé Vendavision, et rappelons-nous qu'à une époque, John Watts aurait dû réaliser ce film. Qu'est-ce que ça aurait été avec John Watts qui nous avait fait la dernière trilogie Spider-Man assez médiocre de façon générale. Eh bien c'est un film que l'on attendait depuis très très longtemps parce que déjà les 4 Fantastiques, ce sont un peu les héros initiaux de l'univers Marvel, ce sont les premiers super-héros créés par Stan Lee quasiment et Jack Kirby. Bon, Jack Kirby lui il avait déjà créé plein d'autres héros avant dans les années 40, mais c'est à partir de là en 1961 quand les 4 Fantastiques ont été créés en réponse à la Justice League de DC dans les années 50, qu'ensuite ils ont créé plein de héros par la suite comme Spider-Man, Iron Man, etc. Ce qui fait que les 4 Fantastiques c'est un peu la base, quoi. C'est les premiers, c'est la première grande équipe de l'univers Marvel, populaire. Et malheureusement c'est une équipe qui est assez maudite au cinéma, car nous avons eu droit, on va donner notre avis assez rapidement sur ces films-là. Nous avons eu un premier film en 1994 qui n'est jamais sorti officiellement au cinéma, ce qui fait que ce film n'est pas officiel, mais il est disponible dans son intégralité sur YouTube, si ça vous intéresse, donc qui a été fait pour garder les droits. Et du coup, au fait, ils n'ont même pas sorti. C'est un film qui n'a pas le budget de ses ambitions, clairement, parce qu'il y a trop. C'est une série B, ce film-là, et ça se voit dans les visuels, etc. Mais c'est un film qui a été fait sur de mauvaises intentions par des personnes qu'on avait de bonnes, ce qui fait qu'on a quelque chose, une série B sympatoche, mais loin d'être excellente. Et d'ailleurs, on peut le spoil parce que vous le remarquerez pas, mais les acteurs originaux de ce film de 94 font un cameo dans ce film-là. Il y a toute une séquence où t'as tous les citoyens qui remercient les 4 Fantastiques et t'as ces acteurs-là qui font partie de ces citoyens-là. Donc Matt Shakman qui montre un petit amour sur ce film oublié et non officiel des 4 Fantastiques. Mais sinon, bien sûr, nous avons tous les deux grandi avec les films de Team Story. Pour moi, on va parler des deux en même temps parce que je pense que pour moi, les deux en termes de qualité se vaut totalement. Pour moi, il n'y a pas plus homogène comme diptyque de films que les deux 4 Fantastiques de Team Story. Ce sont des films sympathiques. Relativement bien fait en termes d'effets spéciaux pour l'époque, bien réalisé, efficace, avec des bonnes idées, des bonnes scènes d'action. Exactement l'archétype de ce qu'on attend à l'époque d'un film de super-héros, savoir des films gentils, familiaux, et qui ne prennent pas la tête et ne se prennent pas la tête. Ça va pas plus loin. Et j'ai envie de dire, est-ce qu'il faut que ça aille plus loin avec les 4 Fantastiques ? Tout à fait, parce que justement ces films-là, comme tu as dit, c'est un peu des films du dimanche, ces films de Team Story. C'est vraiment des films qui sont bien faits, surtout que je trouve que le casting était plutôt bon. Le casting, je pense surtout à Johan Gruffudd qui jouait Reed Richards. Physiquement, c'était Reed Richards, il était très très bon en Reed Richards. Dommage qu'il n'ait pas une meilleure carrière par rapport à Chris Evans par exemple, qui était aussi très très bien Johnny Storm. Ouais, très bien. Donc je pense que même après ce film-là, je pense que ça reste le meilleur Johnny Storm, même Reed, c'est peut-être toujours de loin. Je pense que c'est aussi le meilleur Reed même après ce film-là. Et la chose, je pense que c'est la meilleure chose toujours, parce que la chose, pour le coup, c'est vraiment le cœur, surtout du premier film, où on développait vraiment ses mœurs, sa monstruosité par rapport au peuple, et les prothèses étaient très bien foutues aussi. Il y a que la femme invisible était surtout là pour faire prétexte à des blagues de cul, surtout souvent. Elle, pour le coup, c'était vraiment le personnage qui était vraiment maltraité par les films, et c'est le seul casting qui passait pas, parce que Jessica Alba, ça se voit que t'as pris une meuf typée, tu l'as mise en blonde aux yeux bleus, et ça se voit que elle est pas crédible, en plus elle est trop jolie pour être une scientifique et tout. Je trouve que tout était trop artificiel avec ce personnage-là. On l'a pimpé quoi. On l'a pimpé, puis elle était vraiment là pour la vanne. Mais les effets spéciaux à l'époque étaient plutôt bien faits. Il s'était beaucoup amusé sur les effets spéciaux de Mister Fantastic d'ailleurs. Il y avait beaucoup de vannes. Dans ce film, il y a beaucoup de vannes assez grossières, assez marrantes, etc. qui faisaient le fun. D'un film qui était un film popcorn qui allait très très vite, qui allait à l'essentiel, avec un thème musical pas trop mal d'ailleurs, de John Ottman qui avait fait la BO de X-Men. Et ça s'entend, c'est le même style de BO. Okay. Mais en dehors de ça, c'est vrai que c'était des films qui n'avaient pas d'ambition dans leur scénario, dans ce qui est par exemple le Docteur Doom, et encore une fois j'aimerais aussi payer mes hommages à Joanne McMahon qui nous a quitté à l'âge de 56 ans d'un malheureux cancer, qui jouait Docteur Doom, Docteur Fatalist dans ces films-là, qui était, lui il était très charismatique, il portait bien l'écran, il avait ce côté très classe et charmant et très connard antagoniste qui va bien à Docteur Doom, mais c'est vrai que c'était un Docteur Doom qui était complètement réinventé pour qu'on ait un méchant plus simplifié, entrepreneur pas gentil, jaloux Camo de Suzanne, jaloux de Reed. Ils ont enlevé tout le côté souveraineté, la Dverie, etc. Donc ils ont vraiment simplifié le méchant, ce qui fait que ça restait un sous-Docteur Doom, même si en tant qu'enfant il nous a quand même marqué. Donc paix à son âme bien sûr. La vraie réussite de façon générale de ce diptyque, c'est vraiment le surfeur d'argent. C'est marrant, c'est que t'as le pire et le meilleur dans le deuxième film, c'est que t'as Galactus qui est le plus gros ratage, l'un des plus gros ratages de l'histoire des comic book movies, avec ce gros nuage qui veut bouffer la Terre.
Mais par contre, le surfeur d'argent qui était fait en practical en partie, Ouais, très très bien. c'était l'acteur fétiche de Guillermo del Toro qui jouait le surfeur d'argent. C'est lui qui était en prothèse dans le Shape of Water, dans le labyrinthe de Pan, Pan, ouais. et qui faisait le héros aquatique dans Hellboy. Cet acteur-là, c'est le mec qui joue tous les persos à prothèse dans les films que vous voyez. Donc Doug Jones, et c'était Lawrence Fishburne qui faisait la voix du surfeur d'argent. Donc c'était une combinaison parfaite pour faire un personnage qui a très bien vieilli avec le temps, le surfeur d'argent honnêtement, et qui était très très cool dans le film. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, les deux films pour moi c'est vraiment la même chose quasiment en termes de ce qu'ils nous proposent. C'était des films très simples, très popcorn, qui malheureusement n'avaient pas plus loin dans les thématiques ou dans les ambitions que ce qu'ils faisaient. Ce qui fait qu'ensuite on a attendu 10 ans, et c'est ça qui est marrant, c'est que tout se fait par époque, c'est qu'en 2005, t'as les 4 tentatives, en 2015 il y a une nouvelle retentative de démarrage, et en 2025 on a la nouvelle retentative encore. Donc tous les 10 ans il faut qu'il y ait un nouveau film 4 tentatives, un nouveau redémarrage de la saga. Avec le film de Josh Trank qui est vraiment un cas d'école. Donc, il y avait un problème de casting, que ce soit Michael B. Jordan ou Kate Mara. La sœur de Rooney Mara. Ouais, Kate Mara. Miles Taylor et Jamie Bell en la chose, j'ai jamais compris parce que c'est pas du tout le personnage. C'est Tintin. Oui, et Jamie Bell c'est pas un acteur. Tu vois, normalement la chose pour moi c'est quelqu'un d'un peu plus. Ouais. Je sais pas, sportif ou je sais pas, là on n'a pas un acteur qui ressemble à ça. Dans ce film-là, il s'était inspiré de l'univers Ultimate où les 4 fantastiques étaient des adolescents. Et à partir de là, ils sont allés à leur sauce, mais la sauce n'a pas prise parce que, interférence. Ils ont tenté une approche plus dramatique, ils ont voulu faire un peu des 4 fantastiques, un film de science-fiction avant tout, teenager un peu à la Chronicle, où qu'en fait il y a une expérience et ça se passe mal, ils ont des pouvoirs et en fait ils le vivent mal. Le début, en réalité, ensuite, c'est joyeux les 4 fantastiques. Là, ils ont voulu faire ça tout le film en réalité. Bon, après, il y a plein de choses qui ne sont pas apparues, comme je me souviens tout un tas de méchants, des arcs avec. Je crois qu'il y avait Manilus qui devait être dans le film. Ouais, Anilus, parce que c'était la zone négative où ils étaient dans le film, donc d'Anilus. Mais voilà, beaucoup trop ambitieux en fait, beaucoup trop de choses en un seul film qui était prévu. Alors, Miles Tyler, je trouve pas que c'est un mauvais acteur, moi je trouve que c'est un bon potentiel, il a toujours pas, selon moi, confirmé. Je vous conseillerais la série Too Old to Die Young, là, sur Prime, je crois. Moi je vous conseille The Offer, où il est dedans aussi. Voilà, et même dans Top Gun, il est sympa. Mais et Whiplash, bien sûr. Ah oui, surtout Whiplash, bien sûr. Bien sûr. Moi, il a pas confirmé, c'est-à-dire qu'il a pas encore une carrière. Parce que là, ils ont pris carrière, beaucoup d'acteurs qui venaient de percer. Jamie Bell, c'était Tintin, lui, c'était Whiplash. Michael Jamie Bell, Jordan c'est était dans pareil, Chronicle. il a un peu second couteau maintenant. Et Kate Mara sortait de House of Cards, je crois. Donc, et totalement pareil pour ils Kate étaient tous Mara. en vogue à l'époque. Il y a que B. Jordan qu'on a revu cette année, du coup, qui est un bon acteur. Mais là, en l'occurrence, dans le rôle de Johnny Storm, j'avais trouvé que c'était un peu... Ça nous sortait, c'était un peu out of... Après, il y a eu des polémiques. Il y avait le côté un peu... Mais... Non, mais ça sortait un peu le lien du de la truc, sœur adoptive, là. C'était un peu... Bon, je pense qu'il leur manquait un acteur fétiche, peut-être qu'ils ont sauté sur l'occasion. Il me semblait qu'il y avait des aspects sympatoches. Je trouvais que les effets spéciaux, je crois, étaient plutôt bons. Parce qu'après, ils avaient fait une version où, en fait, il y avait très peu de choses du film. Les bandes annonces, les 3 quarts n'étaient pas dans le film. Voilà, donc en réalité, le film était court aussi, je crois, 1h45. Même pas 1h30, je crois. Ah ouais, ils ont tué le film. 1h27, ouais. Un truc du genre, oui, visuellement, les effets spéciaux étaient réussis. Après, il n'y avait pas d'ambition, quoi. Ça veut dire qu'on avait un film... En fait, il n'y a pas d'ambition, c'est-à-dire qu'on arrive... Il y en avait, mais ils l'ont tué dans l'œuf. Il y a quelques pouvoirs. On arrive au combat final, c'est tout noir, il y a des... Enfin, on dirait un peu les scènes dans Obi-Wan. C'est tout noir, il y a des cailloux, il y a des roches. En fait, il n'y a pas de décor, quoi. Il y a juste des effets spéciaux qui sont sympas. Si tu veux, ils sont réussis. L'approche de Doctor Doom, j'ai pas du tout aimé, mais après j'ai bien aimé son design un peu plus terre à terre. Fondu là. J'ai bien aimé l'idée du design. Je le reverrai peut-être par curiosité. Après, il est un peu 1h30, ouais. Moi, je l'avais revu par curiosité, parce que j'ai revu, je crois, des scènes. Ouais. Parce que Josh Trank, le film s'est fait massacrer, c'est que lui... Oui, il faut quand même parler de ce qui s'est passé avant que le film sorte. Oui, c'est un cas d'école, puisque c'est Josh Trank qui sortait de Chronicle, il y avait tout l'avenir devant lui, on l'a pas tu sais que j'ai mentionné Chronicle de manière totalement indirecte, j'ai pas du tout pensé à Josh Trank. Ouais, mais c'est vrai que Josh Trank, d'ailleurs, c'est très triste, parce qu'il aurait pu avoir une carrière de malade, et c'est ce film-là qui l'a traumatisé par rapport à Hollywood. C'est pour ça qu'il a repris Michael B. Jordan, du coup. Oui, c'est pour ça, il avait déjà joué avec lui, avec sa filiation adoptive, donc il voulait retranscrire ça dans le film, ce qui a eu divisé, bien sûr, parce que Michael Jordan était noir et tout, donc il y a tout. Avant, on s'en bat les couilles. Après, Torch Human, pour moi, il n'y aura jamais mieux que Chris Evans. Mais c'est un film qui avait l'ambition, en fait, c'est un film qui était un peu dans la mouvance des Nolan, tu vois. On fait des films plus sombres et plus réalistes, comme Man of Steel, Amazing, etc. Et en vrai, moi, c'est un film, on sent la patte de Josh Trank dans la première heure. Vraiment, ce film, il refait un film pour ados. Bon, je suis pas fan de l'univers Ultimate version ado des 4 Fantastiques, mais soit on tente. Et en vrai, je trouve ça intéressant d'avoir un film de science-fiction, tu vois. C'est un film un peu à la Chappie, un peu à la. Oui, c'est
clairement plus réaliste. Vraiment de scientifique, Le ton n'a rien à voir. de découverte, d'exploration. Il y a un peu cette vibe fantastique. Et ensuite, ça devient presque un film d'horreur avec la transformation des pouvoirs, la chose qui sort d'un cocon et les effets spéciaux sur l'élasticité de Reed qui était très flippant et tout. Ouais, on aurait dit un peu un film Alien. La première heure du film est intéressante et ensuite on voit que ils ont tout refait, que Simon Kinberg, qui est connu pour avoir flingué 3/4 des films qu'il a produits, est intervenu à réécrire la fin et à retourner la fin. Et on se rappelle que la veille de la sortie du film, Josh Trank a fait un tweet pour dire que ce film n'est pas le sien. Donc lui aussi il a aidé à tuer le film lui-même, mais il a raison après. C'est dommage parce que Josh Trank, j'avais bien aimé Chronicle justement. Mais il y avait c'est un film qui était très ambitieux. Et c'est chiant. Ouais. Et c'est ça le truc, c'est que Josh Trank, à mon avis, il est trop ambitieux pour les moyens qu'on lui donne. Et c'est un film malade. C'est un film malade que je respecte, quoi. C'est que la première heure est intéressante à regarder. Je trouve qu'elle est cool, quand même un peu longue, mais elle est cool dans ce qu'elle instaure. Et puis t'as le 1 an plus tard qui flingue tout, et c'est là que tout part en couille, que t'as Dr. Doom qui est méchant. D'ailleurs, t'as eu Tim Blake Nelson qui devait jouer l'homme taupe dans ce film-là, mais ils ont changé son nom de famille tellement ils ont supprimé des trucs et tout. Et puis t'as le fameux mème comment ils trouvent le nom de l'équipe qui est ressorti partout sur internet après de. Je sais plus c'était quoi. C'est fantastique. Et ensuite, c'était à la fin. Ouais, ça a toute fin. Alors. Ils avaient leur costume et après ils ont une oui, chacun avait son costume individuel qui était moche et tout, puisqu'en gros c'était des costumes réalistes et techniques, du coup. Donc ils avaient pas les combis similaires et puis il y a aucune hiérarchie. En fait, ils sont partis sur une 4 fantastique à la X-Men en fait. Et t'as Kate Mara qui a une perruque les 3/4 du tournage. Ouais, vraiment, il y avait rien de comics accurate. C'était un massacre. Mais c'est pas trop le problème en soi, c'est surtout que le film était... Non, mais Josh Trank, j'aurais été curieux de voir sa version complète. Une vision horreur, SF, exploration, ça aurait été super intéressant. Comme je dis, la première est intéressante, la deuxième est flinguée par les studios, et ce qui fait que on se retrouve encore sur un échec total, quoi. C'est ça qui est dommage, quoi. Et pour le coup, c'est l'un des rares points, on est content pour le coup que le MCU récupère les 4 fantastiques, parce que la Fox a eu trois fois la chance de faire un bon film, et ils ont jamais réussi. Ceux de 2005 étaient ok, mais c'est pas des excellents films. Et d'ailleurs, ils ont galéré à faire ce film-là, c'est que la Fox, ils l'ont acheté en 2019. Ils ont mis plus de 6 ans à faire ce film-là. Parce qu'il y a John Watts qui aurait dû faire le film, et Dieu merci, il s'est barré. Et du coup, en plus, ils ont galéré à choper un acteur pour Reed Richards. Il y avait Adam Driver qui était dans les clous, Jake Gyllenhaal, etc. Et au final, ils sont restés sur Pedro Pascal, et du coup, c'est Matt Shakman qui fait ce film-là. En sachant que nous, on a grandi avec les 4 fantastiques, on avait vu les dessins animés des années 90, et surtout celui des années 2000, d'ailleurs. C'est là que j'ai connu She-Hulk, par exemple. Et j'ai connu beaucoup des vilains aussi qui étaient sympathiques, très années 2000, le film des années 2000 avec les coupes de cheveux et tout. Mais les persos anorexiques. Ouais, mais les 4 fantastiques, c'est vraiment une équipe iconique qui était bien développée en dehors des films, et les films devaient avoir le film de référence pour cette franchise, quoi. Est-ce qu'un film 4 fantastiques marcherait à cause du passé qu'il y a eu avant ? En gros, c'est le redémarrage de la saga parce que ce film-là, je vais pas spoiler, mais il amène directement à la suite du MCU en plus, ouais, donc. No Way Home. Voilà, entre No Way Home et 4 fantastiques, on supprime tous les films. Dans l'idée, j'ai l'impression que c'est ça le but, c'est que tous les films ont flop. On va tout regrouper ensuite, on va tout reprendre à partir de 4 fantastiques. Il y aura la suite, dans pas longtemps, ce sera Avengers. Tout recommence entre guillemets, c'est un peu l'idée, parce que quand tout flop comme ça, c'est que c'était un peu très, très mauvais. D'ailleurs, j'ai pas revu de Marvel depuis... Il a pas vu Thunderbolt, c'est Captain America. Non, j'ai même pas vu. Non, j'ai pas vu. T'as rien vu depuis... T'as vu Thunderbolt, j'aurais pu le voir, mais... The Marvels. Oui, gratuitement, oui, The Marvels, mais oui, je l'ai pas payé. Mais non, Thunderbolts, il m'a pas plus chauffé que ça. Qui est pas mal, on en a déjà parlé. Mais ça se tape, il y en a qui préfèrent Thunderbolts à 4 fantastiques, d'ailleurs, ça se tape beaucoup pour les gens. Mais après, pour moi, les films de super-héros de cette année, c'est vraiment très très égal. Superman, Thunderbolts. C'est moyen, quoi. Superman, Thunderbolts, 4 fantastiques, pour moi, ce sont tous des films qui sont très intéressants, mais il me manque toujours un truc. Ça, c'est si on commence à faire la critique, il y a que Captain America qui est vraiment éclaté, qui est au bas du panier. Ça, je change pas. C'était vraiment une déception totale. Mais du coup, c'est Matt Shakman qui fait le film, qui avait fait WandaVision, qu'on avait bien aimé à l'époque. C'était c'est bien écrit. Sauf les derniers épisodes que moi, j'ai pas du tout aimé. Le dernier épisode, il avait totalement, et je crois qu'ils avaient reshoot, non, c'est pour ça. Parce que après, surtout dès que tu sortais de l'Hexagone, c'était Marvel classique, tu vois. Oui, WandaVision, c'était la meilleure série pour moi, Marvel. Après, moi, je mets Loki au-dessus, mais... Moi, je préfère WandaVision. D'ailleurs, le directeur artistique, et ça se voit, c'est celui de Loki, qui fait ce film-là. Ça se voit parce que là, en vrai, la DA de Loki et de Fantastic qui est très basée années 60 rétro aussi. Donc on voit les similarités qui sont intéressantes, parce que la différence avec le reste du MCU, c'est que c'est un film qui se trouve dans un univers parallèle, en dehors de tout le MCU. C'est que ce film, vous pouvez le regarder sans avoir vu aucun film du MCU, c'est un film qui se déroule dans sa propre bulle. Ce qui le rend accessible, et ce qui fait que le film à l'heure actuelle semble marcher, c'est qu'il fait presque autant que Superman au box-office,
et devrait finir sa course autour des 600 millions, donc bien au-dessus de personnages bien installés comme Captain America. Ce qui fait que les 4 Fantastiques, je pense qu'on est parti pour voir un bel avenir pour les 4 Fantastiques, puisque je pense que ce film-là, si on commence à faire la critique sans spoiler, après je pense qu'il n'y a pas non plus énormément de choses à spoiler. En vrai, c'est un film qui est très simple, c'est peut-être aussi un défaut qu'on peut évoquer. Oui, le scénario est simple, mais tout est dit dans le trailer quasiment. C'est ça, c'est que je pense qu'on pourrait avoir une trilogie formidable de 4 Fantastiques, tu vois. Parce que je trouve qu'on a de très bonnes bases avec ce que ce film propose, mais c'est un film qui est très limité par sa durée, parce que ça se voit que, en fait, ils ont coupé des scènes dans ce film-là, c'est que le film fait moins de 2 heures. Et en général, je suis très inquiet à chaque fois qu'un film super-héros dure moins de 2 heures, parce que je me dis, oh putain, ils ont tout coupé, ils ont coupé toute la substance. Et étonnamment, pour ce film-là, je trouve que le film s'en sort bien en termes de rythme et arrive à garder l'essentiel. Mais malheureusement, je trouve qu'on sent quand même que c'est un film qui est très mécanique dans son déroulé, quoi. C'est que on t'explique quelque chose, scène d'après ils font la chose à chaque fois, qui est assez artificiel dans sa structure, mais qui dans son fond et dans ses ambitions visuelles a quand même un fond, quoi. Oui, il y a du talent dans l'équipe, surtout les gars des effets spéciaux. Pour moi, c'est le plus beau film Marvel depuis Infinity War. Ouais, c'était maîtrisé, quoi. Bah, d'ailleurs, encore plus surprenant, c'est que le film, ils avaient 6 mois pour la post-prod. C'est qu'eux, ils ont commencé le tournage. Doctor Strange 2 était bien au niveau des effets. Ils ont commencé le tournage quand Superman avait fini le tournage. Donc ils avaient genre 6 mois pour. Bah, 6 mois après, ils les font aussi pendant le tournage. Mais ils avaient beaucoup moins de temps qu'un Superman. Et pour le coup, je trouve que les effets spéciaux sont assez impressionnants. Supérieurs que dans Superman pour moi, les effets spéciaux. Après, c'est sûrement il y a une question de photo aussi, mais. Ouais. Je trouve qu'on est. Après, il coûte moins cher, hein, mais. Ouais, à peine. Ce qui est mieux dans ce film-là, c'est que les scènes d'action. Bon, j'en suis pas fan non plus des scènes d'action, mais il y a beaucoup d'effets spéciaux, certes, mais on arrive quand même à dissocier le vrai du faux. Et t'as pas 14 sujets en effet spécial à chaque fois dans l'image. En l'occurrence, t'as le surfeur où là, c'est intéressant à chaque fois de voir comment ils l'ont fait. Et t'as des sujets un peu plus isolés, t'as quand même beaucoup de vrais décors. Donc du coup, tu vois quand même l'effet spécial bien travaillé, bien isolé, et du coup, ça a permis, je pense, de mieux le travailler, en fait. Alors, ce qui est bien, si on part dans les intentions directement de DA artistique, c'est un film qui se déroule dans un monde rétro-futuriste typé années 60, ce qui fait que le film se déroule à l'époque même où les 4 Fantastiques ont été créés en 1961 par Stanley et Jack Kirby. Ce que vous avez kiffé, c'est que c'est un film qui est très inspiré Jack Kirby, qui rend... D'ailleurs, toi, t'as pas vu la dernière scène post-générique, parce que moi, j'ai vu 2 fois le film. Mais en gros, c'est pas un spoiler, mais en gros, le film se déroule dans la Terre 828, et à la fin du film, il y a une citation de Jack Kirby qui est montrée à toute fin, et en gros, ils te mettent la date de naissance et de mort de Jack Kirby. En fait, on découvre que la Terre 828, c'est la date de naissance de Jack Kirby, en fait, qui était le 8.28, donc le 28 août, du coup. Donc le monde est, entre guillemets, le Jack Kirby-verse, en fait, ce film-là. Et en gros, c'est clairement le film qui rend le plus hommage à Jack Kirby depuis Les Éternels, qui était aussi très basé Jack Kirby. C'est qu'il y avait Les Éternels. Mais après, il y en a qui disent que c'est le film le plus Kirbyesque. Je vais rester quand même sur la palette Sakar dans Thor Ragnarok, où là c'était clairement du Jack Kirby tout le long, les designs. En vrai, je suis content qu'on commence à valoriser Jack Kirby, parce qu'en fait on l'oubliait, surtout parce que Stan Lee était vivant quand la majorité des films étaient sortis à l'époque, donc Stan Lee c'était lui qui était référencé très très souvent. Et Jack Kirby, c'est vrai que lui, il a vraiment implémenté tout un univers avec les Éternels, les 4 Fantastiques, etc., Captain America, etc. Et donc je suis content qu'on le rende plus hommage lui que Stan Lee, même si Stan Lee a des hommages. Par exemple, leur vaisseau s'appelle le Excelsior, qui était la fameuse mot d'ordre de Stan Lee aussi, donc en hommage aux deux. Et c'est ça qui est cool, c'est d'ailleurs ce monde-là rétro-futuriste c'est marrant parce qu'il y a un côté très le film Les Indestructibles, qui était quelque part le meilleur film 4 Fantastiques avant que ce film sorte d'ailleurs, qui se déroulait aussi dans un monde rétro années 60, qui durait 1h55 et qui était composé musicalement par Michael Giacchino également. Et c'est vrai qu'en termes de DA, le film est très très cool. Je trouve que c'est un truc qui est un peu sous-développé, c'est que en gros, quand tu regardes les interviews de Matt Shakman, il dit clairement que la DA, en fait, c'est Reed Richards qui a quasiment métamorphosé le monde, en fait. C'est qu'il est tellement intelligent que c'est grâce à lui que t'as des trains qui survolent le dessus des ponts, ce qui est cohérent parce que t'as un monde souterrain qui fait que c'est normal qu'il n'y ait pas de métro dans cet univers, que c'est grâce à lui qu'il y ait des voitures volantes, des robots qui volent, des machins, des trucs comme ça. Il y a toujours des appareils photo. Ouais, t'as toujours les analogiques, des appareils analogiques. C'est un peu bizarre, ça. Donc t'as ce côté, en fait, c'est un mélange entre le rétro et le futur, quoi. En fait, c'est cet univers de comment les gens dans les années 50 imaginaient le futur. C'est vraiment ce design-là. Exactement. Très curviligne. C'est un peu comme si on était en 2025, tu vois, mais qu'on n'avait pas forcément voulu innover les voitures. Design, hein. Je parle du design, on les fait juste voler. C'est exactement ça ce que tu dis, hein. C'est comment on imaginait avec les voitures des années 60, mais qui volent. Les appareils photo peut-être aussi carrés, mais qui prennent différemment, je sais pas. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'ils s'inspirent beaucoup de l'exploration spatiale dans ce film-là, en remplaçant Neil Armstrong et Buzz Aldrin et ceux qui sont allés à l'alunissage par les 4 Fantastiques. Du coup, c'est eux qui ont changé le monde, et c'est ça pour moi qui change un peu
des autres films de super-héros actuels, et je trouve ça marrant par rapport à Superman qui prônait ça mais qui l'a moins réussi je trouve, c'est l'optimisme en fait. C'est que ce film-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la bonne idée d'avoir isolé ces héros-là du MCU, c'est que dans ce monde-là, ce sont eux les seuls héros en fait. C'est que du coup, on te montre, t'as une grosse scène d'intro qui récapitule tous leurs actes de bravoure, qui montre qu'ils ont toujours gagné leur combat, ils ont toujours réussi, ils ont toujours sauvé les gens, ils ont jamais eu de tort dans leur mission, et en plus, ce sont les mecs les plus intelligents du monde, quoi. C'est Reed Richards, c'est le mec le plus intelligent du monde, et c'est lui qui a changé le monde. Ce qui fait qu'on vit que ce monde-là, c'est une utopie en fait, c'est un monde parfait. C'est que dans ce film-là, les 4 Fantastiques donnent un ordre à toutes les nations du monde, tout le monde obéit, genre, ce qui est surréaliste, jamais ça n'arriverait dans notre monde à nous. Donc c'est une utopie idéale où le monde est heureux, applaudit à chaque fois qu'il voit les 4 Fantastiques. D'ailleurs, ça fait du bien d'avoir une année de films de super-héros où t'as quasiment que des films où les super-héros sauvent des civils. C'est l'un des points forts de Thunderbolts et Superman qu'on a aussi dans ce film-là. Ce qu'on aime, c'est que là, on met aussi en avant les civils dans ce film-là également. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que, comme ce sont les seuls héros, c'est que dès qu'il y a une menace qui les met en doute, qui vient dans leur chemin, bah directement tu ressens l'inquiétude parce qu'il n'y a pas un Avenger qui va popper à côté, quoi. C'est que tu dis, bah c'est Galactus le méchant, ça on le sait très bien. Bah la Galactus, bah les 4 Fantastiques le font face à Galactus, ils se disent, bah je sais pas si on va le battre en fait. Et du coup pour la première fois t'as ce dilemme moral qui fait que là tu ressens beaucoup plus l'enjeu que dans un film du MCU. C'est ça le problème de l'univers partagé en fait. C'est que là comme tu sors de l'univers partagé, tu retrouves un peu les enjeux que t'avais dans un Sam Raimi dans un sens, ou si c'était des films qui avaient qu'un seul héros dans un seul univers. Ce qui fait qu'une fois que tu crées le doute dans ces héros-là, bah après il reste plus rien en fait. Les gens n'ont plus d'espoir et on est vraiment dans cet optimisme des années 60 qui était une époque d'optimisme, on allait dans l'espace, on prenait la paix dans le monde avec les hippies, etc. Et en fait on montre des gens qui sont trop dépendants, il y a aussi ça, c'est des gens qui sont limite des parodies quoi. C'est qu'ils imposent tout le temps les 4 Fantastiques, qui sont toujours trop sourires. Donc il y a un conditionnement un peu années 60 qui font que bah, les gens sont pas assez autonomes et ils ont toujours besoin de l'aide d'un héros pour les sauver. Oui, ça s'appelle la propagande. Donc oui, il y a ce côté très propagande aussi, donc qui crée une vibe qui est très utopique et qui est très héroïque en fait. C'est tout con, mais ça fait longtemps que j'ai pas ressenti une vibe aussi héroïque dans un film. Oui, bien sûr, parce qu'il faut Superman. comprendre que les héros à la base c'est de la propagande. Ouais. Quand tu fais avant, le Superman c'était Oncle Sam. Je pense que ce film-là a une vibe très similaire, et pour moi ils sont assez similaires dans ce côté-là au premier Captain America. Oui, je pense que c'est vraiment ces films qui sont dans une époque différente de tout le reste de l'univers, indépendants et autonomes dans cette époque-là, et qui proposent une vision un peu plus utopique ou un peu plus fantastique de cette époque-là, quoi. Donc je trouve et les deux étaient assez rafraîchissants aussi dans l'univers à part entière, donc c'est ça que je trouve intéressant. Film, Captain America 1. Captain America 1 qui top 5, top 10 pour moi du MCU. Pour moi c'est le deuxième meilleur film de la phase 1. Oui, largement. Mais du coup je trouve que l'univers est super cool déjà, comme t'as dit, en fait ils se sont beaucoup inspirés de Stanley Kubrick, clairement dans les scènes de l'espace par exemple, là, le vaisseau, les 3/4 du temps on voit le vaisseau, c'est de la maquette par exemple. Ouais, exactement. Ils ont créé de la maquette. Herbie c'est un vrai robot qu'ils ont vraiment, un animatronique qu'ils ont créé aussi. Et pour les 3/4 des personnages, même les persos qui sont en CGI, ils ont fait des modèles de référence. Donc t'avais un mec qui avait un costume de chose, t'avais Ralph Fiennes, l'acteur, qui avait vraiment le costume de Galactus pendant le tournage, et en fait il était éclairé comme une miniature en fait. Donc en gros il avait de la lumière partout, ce qui faisait qu'on se servait de la référence de son costume pour ensuite le réimplémenter en CGI. Et donc c'est un film qui a tenté d'avoir le plus d'effets pratiques possible. Oui, c'est ça que je voulais dire avec les spéciaux tout à l'heure. Pour créer ce côté. Et en plus se servir de technologie des années 60, c'est que Matt Shakman avait dit qu'il s'est inspiré d'objectifs, de lentilles d'objectifs qui pouvaient créer des réfractions de lumière pour créer les pouvoirs de Susan Storm, ce qui fait qu'une partie des pouvoirs de Susan Storm dans le film sont réels en fait. En fait, c'est des techniques de lumière qu'ils ont créées pour créer cette illusion. Ouais, justement, c'est malin, parce qu'au lieu de faire des CGI qui coûtent cher, tu peux très bien faire les effets arc-en-ciel qu'elle fait. Avec des effets, tu peux trafiquer la lumière, c'est pas. Ouais, donc t'as un effet spectrochromatique qui rentre très bien dans son visuel. Exactement. Et de manière générale, les effets spéciaux sont assez bien, c'est que c'est un film qui a beaucoup plus de personnages en CGI qu'un Superman, c'est que t'as la chose par exemple, la chose qui sort tout droit des comics, là, y a pas plus belle chose que ça, et la chose est. En vrai, dans les bandes annonces, j'avais un peu du mal, mais là pour le coup, dans le film, je trouve qu'il passe nickel. Mais oui, en effet, il y a un step-up par rapport au trailer, surtout sur le surfeur là. Le surfeur. Dans les trailers, j'étais pas du tout satisfait, ça faisait un peu lisse. Là, dans celui-là, dans le film, c'est beaucoup mieux, surtout ses premières scènes, surtout les premières séquences. Ouais, on l'introduit, on la met en avant, et puis Galactus. J'aime bien le plan aussi, on l'introduit, la caméra qui tourne, il y a un peu d'enjeu, puis ensuite il y a le grand écran du Times Square derrière. Il y a tous les écrans qui la met en avant elle. Il y a toujours un aspect visuel quand même, au-delà des films Marvel moyens, je dirais, dans ce film-là. Dans les plans, c'est quand même beaucoup plus bossé. Je parle des Thor Ragnarok, je parle des James Gunn, je trouve qu'on est au-dessus en termes d'image. C'est mieux cadré, il y a plus d'idées dans les plans.
c'est plus soigné en fait, tu vois. Pour moi, c'est plus soigné qu'un Ragnarok, c'est plus soigné qu'un James Gunn de composition, voilà. Ouais, surtout, ils ont créé une vraie rue avec leur Times Square qu'ils ont inventé avec des écrans, du coup, c'est des écrans cathodiques à la place des écrans de Times Square. Et du coup, t'as tous les bureaux du Baxter Building qui sont des vrais décors qu'ils ont créés également. Hein. Donc, que ce soit le bureau, le laboratoire de Reed avec son grand tableau de différentes couleurs, etc., les moniteurs, la chambre du bébé, etc. Donc, ils ont vraiment créé toute une DA unique qui fait très ça. Même t'as des peintures à la Andy Warhol aussi qui habillent le film. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois que les grosses marques dans cet univers-là, c'est des marques qui sont pas forcément les marques prédominante du consumérisme, comme Coca-Cola, là, à la place, c'est 7-Up à la place de Coca-Cola qui a fonctionné dans cet univers-là. Donc il y a des petites idées qui sont assez marrantes dans la DA, qui est très bien réfléchie et qui rappelle l'expérience qu'on avait eue de Vendavision de la part de Matt Shakman, tout à fait. Et puis je trouve qu'il y avait une vibe un peu interstellar aussi, hein, de la partie dans l'espace. Oui, bien sûr. Après, c'était le meilleur film dans l'espace récent. Il y avait aussi Gravity. Bien sûr, avec l'idée du trou noir qui rappelle Interstellar, ce qui fait que beaucoup a pensé à Interstellar en voyant cette partie-là du film. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a toujours une idée de lumière. Tu vois, comme dans l'espace, on attaque tout de suite avec le rouge. C'est pas vide à la rétine en réalité. C'est ça qui est fort. C'est pas comme un John Watts. Tu vois. Ouais. Même Ragnarok peut être plus vide à la rétine, tu vois. En réalité, dans Ragnarok, c'est fade, c'est plus les décors qui... Là, il y a vraiment une idée, même quand on est dans l'espace, pour pas t'ennuyer, on va te mettre une lumière, il y a un travail, il y a un soin sur l'image, la composition, comme j'ai dit. Tu vas chercher à mettre de la qualité, au moins visuelle. Tout à fait, parce que après je trouve quand même que la photo reste la photo Marvel classique, c'est que si tu t'en retrouves, c'est pas la photo d'Eddington. Non, mais si tu quittes les décors créés, si tu quittes l'espace, par exemple le combat final, quand tu vois le monde rétro-futuriste tel qu'il est, il est assez gris, tu vois. Donc il y a quand même la photo Marvel qui est là-dedans, mais comme là on a beaucoup plus de décors d'intérieur et on sort et on s'émancipe de la Terre et que l'univers est un peu plus fantastique. Après le redesign des 4 fantastiques est pas mal aussi. Ouais. Un peu plus gris en réalité, on est plus sur le bleu. Très bleu des comics, mais là on est plus sur un hommage des tout premiers justement comics. Oui, puisque pour moi d'ailleurs c'est les meilleurs costumes du MCU depuis une bonne dizaine d'années, j'ai presque envie de dire, parce que tous les costumes du MCU se ressemblaient, c'est qu'ils étaient tous militarisés ou en cuir. Ils avaient ça se voyait que tous les costumes étaient faits par le même mec. On prend les costumes de Falcon là où c'est dégueulasse. Ouais. Alors que là ils ont vraiment choisi de faire une DA complètement différente du MCU habituel, qui ressemble à aucun autre et qui est en fait une espèce de costume de combinaison en fait. C'est le combi en tissu qui fait cosmonaute en fait, qui fait années 60, qui est simple et efficace, qui a pas des détails de partout de merde, il y a un petit côté pull en fait. Ce qui fait que il y a un côté pour aller dans l'espace dans les années 60. Donc là les costumes sont extrêmement réussis. Détail de merde, mais j'aurais aimé en fait le costume qui est parfait c'est celui de Susan Storm. Parce qu'elle a le costume, parce que normalement dans les comics ils ont tous le même costume. Ils ont des gants, tu veux dire ? Ils ont tous genre un col blanc, par exemple. Là ils ont tous un détail qui change. Par exemple, je trouve le costume de Reed il me dérange parce que ça se voit qu'il est censé avoir un col blanc mais ils l'ont mis bleu, tu vois, par exemple. Et le fait qu'ils aient habillé la chose, même la chose, un costume dans ce film-là, il est pas torse-poil. Donc ce qui me dérange pas, ça, justement ça l'humanise parce que dans ce film il s'habille beaucoup comme un humain dans ce film-là. Là où dans le 2015 il était littéralement à poil, hein, d'ailleurs. Donc je trouve que la DA est très intéressante sur ce côté-là. Et c'est vrai que dans la réa, j'aurais aimé peut-être que la réa use encore plus davantage de techniques des années 60, peut-être pour les visuels, c'est que t'as certaines séquences qui font t'as des séquences typées images d'archives, qui recréent cette vibe années 60 en 4/3, etc. En fait, ce que je regrette du film, c'est qu'il n'est pas aussi ambitieux qu'un Joker. Pour moi, on aurait dû atteindre le niveau de Joker, qui pour moi n'est pas un chef-d'œuvre, un Joker, vous le savez, le premier du nom. On n'est pas sur... Je pense à Joker parce que c'est une reconstitution justement des années... Mon Joker c'est plutôt 80. C'était 70. Fin 70. Voilà, on est dans les années 60. Mais vous voyez, Joker c'est un film assez simple en réalité, mais qui veut se prendre pour plus que ce qu'il est, et qui a cette ambition d'être plus qu'un simple film. J'aurais aimé que ce film-là soit plus qu'un simple film super-héroïque. Même s'il y a la dimension humaine, notamment à la fin, où je trouve que la scène de fin est originale par rapport à toutes les autres scènes qui y ressemblent, dont on a l'habitude. Celle-là, au moins, va plus loin en termes d'humanité, c'est plus profond, c'est plus long. Marvel nous a pas forcément habitués à ça. Mais c'est dommage qu'en termes quel point de comment ils ont vendu, de marketing, voilà. C'est dommage que le film ne veuille pas aller plus loin, ne veuille pas aller plus haut, et finalement reste cantonné à son rôle de simple divertisseur. Ça se voit que Marvel ils voulaient se la jouer safe, ils ont eu des échecs et là ils se sont dit ok, il faut qu'il fasse moins de 2 heures, il faut qu'on coupe beaucoup de scènes et il faut qu'on fasse un truc simple, efficace qui fera que les gens vont se déplacer. Ce qui marche heureusement, c'est pour ça que je me dis
Ce film-là pourrait mener à une superbe trilogie parce qu'ensuite, une fois que ce film-là marchera, ils vont faire un deuxième sans pression avec la durée qu'ils voudront et avec la confiance que les gens se déplaceront. Mais il faut passer par ce premier-là pour avoir ça. Et c'est un peu ça ce qui me dérange, c'est que comme Superman ou Spider-Man, j'avais l'impression d'avoir une grosse intro de l'univers d'ici. Ben, ce film-là, je sens qu'il peut s'ouvrir à plus, mais Marvel l'a condensé en moins de 2 heures. Et c'est ça, c'est que par exemple, la réalisation de Matt Shakman est très simple. Pour vous, c'est que tout est lisible, tout est clair et cohérent, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas d'envoi. C'est surdécoupé parce que comme le film fait moins de 2 heures, il y a des plans très très courts. Et on sent qu'il y a des scènes, plans de temps en temps intéressants, où il y a des zooms rapides, hein, c'est assez court, ou que ça aurait dû durer plus longtemps. Et il y a des beaux plans. Finalement, le découpage en fait est beaucoup trop charcuté. C'est dommage parce que quand tu vois WandaVision, il a vraiment pris la mise en scène des sitcoms, donc c'est beaucoup moins rapide, c'est mieux. Là, on est vraiment, voilà, il y a 5 caméras. En fait, c'est filmé comme un film moderne. C'est ça qui est dommage, alors que justement, il y a tout le reste, il y a les décors, etc. Des beaux plans, attention. T'enlèves l'intro en 4/3 et quelques séquences de type archives. Oui, encore ça, je trouve pas ça spécialement beau. Je suis pas non, mais il y a le côté caméra manuel, tu vois, d'époque, tu vois, qui. Ouais, encore, je suis pas fan, mais. Tu vois, j'aime bien le fait que les origines. Du coup, vous aurez les origines des 4 Fantastiques dès les 10 premières minutes du film en typé image d'archives. Donc il y a un côté documentaire qui marche bien. En plus, ils sont interviewés, donc il y a un ancrage dans le monde qui fonctionne. Mais ensuite, t'as la DA du MCU en termes de réalisation et de caméra et de choix d'image qui arrive, qui fait que visuellement, c'est pas si aux excès, il y a quelques idées visuelles quand même, mais comme tu as dit, le plan rotatif sur Surfeur d'argent, et de manière générale, je trouve qu'ils ont, puisque ça c'était le défi un peu... Non mais c'est ça qui m'a déçu, c'est qu'en fait ce film a tellement un gage visuel, pas sur la caméra, j'ai imaginé en fait, je suis arrivé à imaginer si ça avait été vraiment un film réalisé. Parce que là, on n'est pas sur un film qui a été réalisé, on est sur un film qui a été révisé sur les visuels, storyboardé sur les décors, mais pas sur la caméra. Pas sur comment on va mettre de l'émotion avec les personnages, sur comment on va raconter certaines choses. Le seul plan justement où je disais ça, c'était le fameux plan où la caméra tourne pour introduire le surfeur, où là il y a une espèce de révélation, et c'est l'un des seuls plans justement où la caméra prend un peu son temps. Et là, il y a un peu de tension, etc. Mais sinon, la caméra va jamais créer quelque chose. C'est ça qui est vraiment dommage. Si tu prends les films des années 2000, là, aussi mauvais ou aussi banal soit-il, il y avait de la réalisation dans les scènes d'action. Tu vois, les scènes d'action sont beaucoup mieux, beaucoup plus inventives, beaucoup plus... la caméra se balade vraiment dans les scènes d'action, va créer ses idées toute seule. Là, les idées sont plutôt dans l'écriture. La caméra va pas amener les idées. Oui, tout à fait, parce que c'est un film en fait, c'est un peu l'opposé de Superman dans ce côté-là. C'est que Superman, on faisait beaucoup. Oui, je suis d'accord. Il y a beaucoup d'idées un peu partout. Là, c'est plus convenu. En plus, avec le montage charcuté, ça fait qu'on a un film... Pour beaucoup, c'est vraiment le scénario qui porte le film. C'est un peu ça. C'est que Superman, lui, avait des problèmes de scénario et c'était un peu la technique et les idées. Voilà, c'est la solidité de base qui porte et qui maintient le film. Ouais, et c'est aussi pour ça que je pense quand même que j'ai préféré les 4 Fantastiques à Superman, parce que Superman, comme j'ai dit, j'avais des soucis avec, et là aussi j'en ai. Mais je trouve qu'il y a quand même un meilleur équilibre entre DA, réa, scénario et émotion en jeu. Là où Superman, je trouve qu'il y avait un peu plus de déséquilibre dans cette catégorie-là. Dans le sens où ça fait très longtemps que j'avais pas ressenti un enjeu dans un film du super-héros de manière générale. C'est que là, comme on l'a dit tout à l'heure, comme ce sont les seuls héros de leur univers, dès qu'il y a une menace qui arrive, qui gronde, direct, on ressent la tension, quoi. C'est que si les 4 Fantastiques ne peuvent pas le battre, en fait, le monde est foutu. Et en plus, là, on te rajoute, il y a le bébé qui arrive dans le film, d'ailleurs, ça ressemble encore plus à Indestructible. Dans le film aussi Indestructible, t'as un bébé qui naît qui est plus puissant que la famille. J'ai vu des critiques aussi qui disaient que le film n'était pas assez généreux. Ils ont coupé ce qui était généreux, on va dire, mais... En spoiler du coup? Non, non, parce que par exemple, John Malkovich, il était dans les bandes annonces. Il est pas dans le film. Je savais pas qu'ils étaient dans les bandes annonces. Il y avait un plan de lui, si tu te rappelles. Il y a un plan, on le voit, vite fait. Et justement, parce que le film fait moins de 2 heures, et par exemple, il y a des personnages, je peux vous les spoiler, parce qu'en vrai, c'est pas grave. Mais par exemple, la scène d'intro, on aurait clairement dû avoir une grosse scène d'intro avec l'homme taupe, qui est le tout premier ennemi des 4 Fantastiques. Et on voit pas de taupe dans le film. Non, on voit vite fait ces hommes de main, les Moloids, je crois on les appelle, et vous aurez que des bribes de comment ils ont affronté l'homme taupe dans le film, et vous aurez aussi que des bribes de comment ils ont affronté le fantôme rouge Red Ghost, qui est interprété par John Malkovich, et ça fait 2 fois que John Malkovich doit jouer un méchant chez Marvel et qui se fait tège, parce qu'il devait jouer le vautour chez Sam Raimi dans Spider-Man 4 à l'époque aussi. Donc là, ça aurait été génial par contre. Oui, ça aurait été un super casting. Mais là, du coup, ils ont coupé ça. En gros, on aurait dû avoir une scène d'intro où t'as le cas des 4 Fantastiques en fait, qui affronte le fantôme rouge, et on voit... On parle de Sam Raimi, ça n'a rien à voir, on est dans le contraire absolu, là, le mec, il réalisait tout, quoi. Oui, là, oui. C'est un niveau de réalisation énorme. Pour moi, les Sam Raimi, on est vraiment dans des films très sous-cotés en termes d'ambition, quoi, parce qu'il faut comprendre, c'est un niveau, les gars, c'est de l'action, certes, mais
on est sur du très haut niveau. Dans les Spider-Man, ça se surpasse, hein. On est au-dessus de tous les films qui sont sortis après, les films Raid, les films de combat où c'est un peu trop charcuté, et John Wick. Non, Sam Raimi, c'est du high level. Hein. Après, c'est pas le même type d'action après. Mais c'est sûr, mais plus même numérique, etc. en termes d'ambition, de ce que ça rend, ça n'a rien à voir. Mm. On se rapproche d'un Furiosa, je te dirais, si je dois trouver un truc pour en termes d'action. Hein. Ouais, parce que pour le coup, dans ce film-là, il y a très peu d'action. Ça aussi, c'est comme Thunderbolts d'ailleurs. En fait, on est sur les films qui sont beaucoup plus psychologiques, entre guillemets, émotionnels, que scénaristiques, que action, ce que je trouve ce qui me dérange pas pour le coup. Parce que c'est vrai qu'il y a peu d'action. Ça, c'était l'un des points qui était moins mis en avant. En fait, t'avais le 2015 qui mettait que ça en avant, et t'avais le 2005 qui les mettait pas en avant vraiment. C'est que les 4 Fantastiques, au-delà d'être des super-héros, c'est des explorateurs spatiaux, c'est des scientifiques. Ils font des recherches, ils font des découvertes, ils inventent des choses, et ils explorent l'inconnu en fait. Et le film met beaucoup plus en avant ça. Pour le coup, c'est que en vrai, il y a 3 gros moments d'action, mais c'est vraiment même pas vraiment des scènes d'action en vrai. C'est que la première, l'intro, c'est vraiment des bribes d'action entrecoupées. Ouais. La scène de course-poursuite, c'est une course-poursuite, c'est même pas une vraie séquence de pure action. Et le grand final, c'est même pas un vrai combat final, en vrai, c'est vraiment les 4 Fantastiques qui essayent de stopper un personnage dans une action, mais il n'y a pas de véritable confrontation physique, je trouve, dans le film, ce qui fait que c'est un vrai divertissement qui est basé sur le côté aventureux, en fait. C'est une aventure spatiale scientifique, ce qui fait que le film respire à fond l'ambiance 4 Fantastiques. Surtout avec la BO très héroïque de Michael Giacchino, qui du coup, il faudrait que je compare avec la BO des Indestructibles qu'il avait faite aussi. Michael Giacchino, c'est vraiment ça passe ou ça casse. Lui, c'est vraiment soit il fait le truc le plus oubliable du monde, genre le mec il avait fait la BO de Thor 4, il avait fait la BO des Spider-Man de Tom Holland, et parfois il fait des BO qui marquent beaucoup les gens, comme la BO de Batman, qui a énormément marqué les gens. Oh. Bon, on n'est pas tous fans. Et la BO des 4 Fantastiques, qui dès la bande-annonce, ils ont misé sur ça dans la promo, a marqué les gens, avec notamment le côté chœur, où ils chantent le nom des personnages, Fantastic Four. Je trouve que le meilleur moment de la musique, c'est lorsqu'ils vont dans l'espace avec la fusée. Là, je trouve qu'il y a un meilleur tempo. Un côté orchestral, t'as des petites voix qui font des petits bruits et tout. Donc, ouais, ça décolle un peu après. Je trouve pas non plus que ce soit une incroyable musique. Surtout le thème principal, qui est probablement le meilleur thème principal depuis au moins Black Panther, je pense, du MCU. Ouais, Black Panther, je suis pas fan. Qui est un thème qui a eu l'Oscar. Je préfère les thèmes préutilisés, les chansons, si tu veux, la soundtrack. Moi, si je dois citer un dernier film Marvel, là, où j'ai bien aimé la musique, c'était Ant-Man, je pense. Ouais, c'était sympathique, ouais. Je trouve qu'on a une bonne BO pour le coup concernant le film, et si on doit terminer sur la réalisation, le dernier point que je veux dire, c'est comme on a dit, les scènes d'action sont très bien découpées, pas forcément bien découpées, mais très lisibles, c'est qu'il n'y a pas de problème on se perd jamais dans ce film, c'est un film qui est très simple dans sa forme, dans le découpage, etc. Trop simple. Justement, c'est un truc qu'on peut... Parce que même il n'y a pas beaucoup d'action, il n'y a pas beaucoup non plus de démonstration des pouvoirs, je pense qu'on va aussi se le dire. C'est un peu ce côté-là où je peux comprendre la critique sur la générosité. Il y a un côté un peu film des années 2000 où on économise un peu les pouvoirs, on les voit pas forcément. Il y a des personnages dont les pouvoirs sont bien exploités, je trouve, comme Suzanne et Johnny. C'est que Johnny, en fait, comme dans les 2005, on les montre aussi utiliser leurs pouvoirs dans leur quotidien. Tu vois, c'est que Johnny, les lumières s'éteignent, il se met en feu. C'est vrai que la chose n'a pas de scène dans le film. Ils ont tous vraiment de bravoure sauf lui, genre un peu, je trouve. C'est Suzanne, Suzanne, il y a une séquence où elle montre quelque chose, un élément de son corps à Reed. Donc tout le monde, et t'as Reed aussi qui utilise ses pouvoirs pour écrire sur son tableau. Donc tout le monde utilise ses pouvoirs dans leur quotidien, c'est ça qui est intéressant dans la mise en place de l'univers, mais dans les scènes d'action en tant que telles, à part Johnny qui vole beaucoup dans le film, et Suzanne qui a le droit à un très gros moment qui montre, pour le coup, s'il y a un personnage qui est bien mis en valeur dans ce film-là, qui a été très sous-développé par les autres films, c'est Susan Storm, c'est clairement elle, l'héroïne du film, je dirais. Elle, pour le coup, elle a son moment de gloire et ses pouvoirs sont bien utilisés avec les effets qu'on vous a décrits. Malheureusement, et c'est ça qui me surprend, parce qu'ils avaient beaucoup misé sur lui dans les bandes annonces, c'est la chose est très sous-développée dans le film, que ce soit en termes de pouvoir, en termes d'arc narratif aussi. Et Reed Richards, comme c'est Pedro Pascal qui le joue, il y a des séquences élastiques qui sont sympas, surtout un moment élastique qui est plutôt cool avec lui dans le dernier acte, qui est sympa. Mais en dehors de ça, il utilise assez peu ses pouvoirs élastiques, et en tout cas c'est beaucoup moins inventif que par exemple les films de 2005 où là ils allaient à fond. Là il démontait son visage, il se mettait en mode chewing-gum sur des personnages. Là, on n'est pas à ce niveau exactement. Là on s'est dit c'est Pedro Pascal. Sur la générosité, je comprends. C'est Pedro Pascal, donc on va quand même un peu le montrer en Pedro Pascal plus dur, quoi. Donc je trouve qu'on utilise là, on n'exploite pas à fond les pouvoirs de Mr. Fantastic non plus. Ce qui fait que le dernier élément de réalisation que j'évoquerai pour terminer cette partie-là, c'est vraiment, je trouve que le film, quand même,
réussit à bien iconiser Galactus. Galactus, c'est un élément qui était extrêmement attendu, c'est un des plus grands méchants de l'univers Marvel, et c'est l'antagoniste de ce film-là. Et donc là, on ose enfin le Goliath immense qui est censé être Galactus. Et pour le coup, je trouve qu'on a des bons axes de plan qui arrivent à nous montrer l'immensité du personnage, que ce soit dans son introduction, qui dans la DA, je sais pas toi, mais dans la DA, je trouve que toute la première séquence avec Galactus m'a beaucoup rappelé le Alien et la DA de Giger. Dans cette séquence, on va découvrir un vaisseau dans le noir, avec une DA un exactement, petit peu glauque. Il y a une petite inspiration. Le fait qu'il soit branché par des câbles, ça des câbles, donc il y a un petit peu plus léger bien sûr. Côté horrifique. Mais il y a une petite vibe Giger, je trouve, dans la DA de Galactus. Il y a une petite vibe Star Wars, parce que Galactus, tu remarqueras que ce soit son vaisseau ou lui, on dirait qu'il y a des petites étoiles un peu partout dans sa texture, tellement il est immense, que ce qui ressemble un peu à la texture de l'étoile de la mort dans Star Wars. Ce qui montre, c'est comme s'il y avait une infinité de petites fenêtres dans son armure, ce qui montre à quel point il est immense. Donc je trouve qu'il y a cette DA Star Wars Alien. Il y a cette DA un peu Star Warsien Alien qui marche bien dans la DA dans l'identité visuelle de Galactus. Et puis le personnage est assez bien mis en avant, c'est qu'il y a beaucoup de séquences, notamment dans la scène où on l'introduit. En fait, quasiment tous les plans, il y a Galactus, il y a les 4 Fantastiques dans le raccord, en fait. Que dans quasiment tous les plans, t'as les 4 Fantastiques et Galactus ensemble. Les 4 Fantastiques, ils sont immédiatement tout petits par rapport à Galactus, en fait. Parce que si tu veux garder le raccord des 4 Fantastiques dans le même plan avec Galactus, Galactus, il est immense, en fait. Donc je trouve qu'on arrive à bien... Et puis il y a beaucoup de plans en contre-plongée où tu vois à quel point il est plus grand que tout le monde, où il est en train de survoler le Fantastic Car et on voit et on a bien joué sur son ombre aussi, et ses yeux qui brillent aussi dans les reflets. Ce qui fait qu'en termes de pure iconisation, je trouve qu'ils ont plutôt bien géré sur Galactus. Après, on évoquera le fait que le scénario, même si je trouve qu'ils ont instauré un dilemme moral qui est très intéressant et qui fait qu'on en ressent enfin l'enjeu dans un film du MCU, parce que c'est un dilemme qui à la fois concerne l'amour du peuple envers les personnages et aussi un amour de famille, c'est vrai que c'est un film qui parle énormément de famille. Et c'est un enjeu qui crée une tension qui fait qu'on est investi dans ce film. Mais la finalité reste quand même très prévisible et très classique. Ça, c'est le truc qu'on pourra dire, c'est que beaucoup, par exemple, auraient rêvé ça c'était la théorie qu'il y avait à l'époque, auraient rêvé que le film se termine sur Galactus qui dévore leur monde et eux qui vont dans le MCU. Non, la fin est beaucoup plus en retenue que ça, pour le coup. Et le dernier acte, moi, quand je l'avais vu, j'avais trouvé très très space. Parce qu'à la fois, c'est censé être un direct spectaculaire, parce qu'ils affrontent un géant, et en même temps c'est un direct qui est assez intime, je trouve, parce qu'en fait... Exactement, c'est une course-poursuite parce qu'en fait, il n'y a que eux dans la ville et Galactus. C'est une course-poursuite avec enjeu. Donc il y a un côté... Ils ont simplifié, c'est un peu comme le combat dans Doctor Strange 1, Dormammu. Oui, il y a un côté assez simplifié, ouais. C'est très simplifié, et en fait, c'est plutôt une scène à enjeu, plus qu'une scène d'action. Une course-poursuite contre la montre. Oui, tout à fait. Plus que des gars qui vont taper Galactus, surtout qu'il est beaucoup trop grand, tu peux pas le battre. Ouais. En corps à corps, impossible. Surtout que c'est un film, c'est un film qui est très basé sur le côté scientifique. C'est ça, c'est un film qui est très basé sur le côté tactique scientifique, c'est on crée des plans toutes les 5 minutes dans ce film-là, donc on retrouve vraiment ce côté de jugeote qu'on peut ne pas avoir eu dans les précédents films, qui étaient beaucoup plus axés sur le divertissement et l'action et la rigolade pour ceux de Team Story. Et c'est ça que je pense qu'on peut parler de certains des personnages, parce que c'est un casting qui avait un petit peu divisé, le casting de ces nouveaux 4 Fantastiques, notamment un casting qui est celui de Pedro Pascal et Reed Richards. Déjà, c'est le personnage qu'ils ont le plus galéré à caster déjà. Et en vrai, moi, j'ai toujours dit que j'étais ok avec ce casting-là, parce que pour moi, physiquement, c'est pas Reed Richards. Parce que pour moi, Reed Richards, déjà, son physique est longiligne. Tu vois, Johan Gruffy, Miles Taylor, ils ont ce côté longiligne, ils ont un visage assez fin. Tu vois, un Andrew Garfield, il aurait le physique, entre guillemets. En vrai, je le verrais pas, mais en vrai, il a la corpulence. Pedro Pascal, il a un visage beaucoup plus carré, et lui, il est beaucoup plus costaud, parce que lui, il sort de Last of Us, tu vois. Mais en fait, c'est plus un Zoro, Pedro Pascal, pour moi. Ouais. C'est plus un mec trapu. Ouais. Il fait limite plus Wolverine que Reed Richards. Ce qui fait que physiquement il fait pas du tout Reed Richards, surtout que comme il a un complexe de son nez, il s'est pas rasé depuis Wonder Man 2 et donc il a toujours sa petite moustache qui pour le coup je trouve passe bien dans le contexte années 60. Il a le petit charme années 60 avec sa petite moustache, pour le coup ça lui va bien. Il a un petit côté, il a un côté un peu élégant en classe avec sa cravate. Années 60 il m'a un peu fait penser à Batman, enfin Bruce Wayne, il y a un côté charmant. Ouais, c'est toujours élégant. Il est toujours élégant. Je joue pas Batman, je crois. Mais non, trop vieux après. Mais Pedro Pascal, c'est un casting qui ressemble pas forcément à ce qu'on imaginerait du personnage, mais en même temps, Marvel manque tellement d'acteurs phares, charismatiques, dignes de succéder à un Robert Downey Jr., à un machin, qu'il leur fallait prendre un acteur,
qui est super connu, qui est à la côte et qui ramène des gens en salle, et Pedro Pascal, c'est la star du moment, quoi. Le mec, il est partout, rien que dans ce mois-là, il est dans 3 films, pour dire. Donc Pedro Pascal, s'il fallait faire ce sacrifice-là pour prendre un acteur super populaire qui pourrait porter le MCU, parce que moi, je préfère voir un univers du MCU qui marche, porté par un Pedro Pascal, plutôt que par un Shang-Chi, tu vois. Shang-Chi, il est fade, Pedro Pascal, il a quand même cette vibe un peu charismatique qui fait que, bah oui, j'y crois à lui qui porterait l'univers par la suite, par exemple. Ce qui fait que moi, et puis j'aime bouger, pour moi, il a un très fort capital sympathie qui fait que je l'aime bien. Il y en a qui en ont marre de le voir partout. Moi, je l'aime bien, Pedro Pascal. Je l'apprécie, je suis content de le voir. Je suis content que lui, à 40 ans, il est percé, que maintenant il a cette carrière. Ça me fait plaisir pour lui. Ce qui fait qu'Henry Richards, Henry Richards, je le trouve qu'il est plutôt pas mal. Après, je trouve qu'il y a peut-être un aura un peu trop sympathique, Pedro Pascal, dans le sens où Reed Richards, c'est un peu comme Hank Pym dans les comics. C'est un personnage qui est tellement intelligent. C'est vrai qu'il y a le côté Hank Pym en plus. C'est que Reed Richards dans le comics, c'est un personnage qui a un aura qui est tellement intelligent qu'il en devient souvent détestable et qui a souvent des comportements de gros cons dans les comics. Ce qui fait que parfois il peut tourner mal et partir un peu en cacahuète et mettre en avant la logique pure que sa famille. Alors que là, on a ce dilemme-là sur la version de Pedro Pascal, mais cette version-là est quand même beaucoup plus sympathique, il a quand même beaucoup plus d'affect envers sa famille et envers les 4 Fantastiques que les précédentes, où par exemple celui de Tim Story, il y avait ce côté connard, tu vois. Là, il est quand même trop sympa, je pense, pour être un vrai Reed Richards. C'est qu'en fait, il a un petit côté autiste, en fait, c'est ça qu'ils ont voulu faire. Je vois un peu, et ça ne matche pas avec Pedro Pascal à son physique. Le côté un peu perdu, en fait l'acteur a l'air perdu. Il y a un côté surjeu aussi dans certaines scènes où on n'a pas l'habitude de le voir jouer comme ça, un petit peu, le côté. Pour le coup, il a jamais joué ça. Faciale. Il y a un peu le côté années 60 où il va lancer des répliques un peu comme si c'était une sitcom. Ouais, il y a beaucoup de répliques dans ce film-là où on a l'impression que c'est une sitcom. Que comme c'est des célébrités, ils sont dans les journaux, dans les émissions de télé, etc. Et là, ça fait penser à WandaVision. Aussi, oui. Donc, en fait, il y a un côté pas premier degré quand tu vois le film, même globalement. Mais Vanessa Kirby, c'est totalement naturel avec cette personne. J'ai l'impression que ça matche beaucoup mieux. Qu'elle a l'habitude de jouer comme ça, en faisant les grands yeux, très expressive. Elle est beaucoup plus naturelle. Rend beaucoup mieux, c'est la meilleure actrice du film. Lui a un côté un peu sketch sur jeu, pas très sérieux. Il n'a pas le côté naturel, on y croit moyen en fait. Après voilà, il a le capital sympathique dans Pascal, ça veut dire que c'est pas un grand Reed Richards et c'est pas le comics. Celui de la version de 2005-2007 là est plus crédible et plus fidèle aux comics. Même s'il avait le côté en effet intello, casse-tête, prise de tête, et moi je l'aimais pas, mais il était plus logique. Après, ce que je trouve intéressant quand même dans ce film-là, on va le développer pour les autres persos, c'est que là, cette fois, on développe des thématiques et des enjeux différents pour chaque personnage quasiment. Ce qui fait que ça renouvelle quand même la formule que les autres films ont pu nous instaurer. Ce qui fait que pour Pascal, je trouve qu'il fait une bonne version de Reed Richards, mais après c'est une version qui reste quand même différente des comics, c'est pas la version des comics. Comme je dis, il y a un côté plus autiste, c'est que là, c'est que c'est un personnage qui sait pas comment réagir émotionnellement souvent, parce qu'il a un intellect qui fait qu'il va souvent penser à tout ce qui est technique, plus qu'à l'émotion pure, ce qui je trouve fonctionne bien. Je trouve que ça convient. Je trouve que Pedro Pascal s'en sort plutôt bien dans son jeu, moi qui l'ai vu en VO également. Donc je trouve que c'est une revisite un peu de Reed Richards qui le rend aussi sympathique parce qu'ils ont besoin d'un nouveau héros aussi. Il y a un peu le côté, on a fait jouer le mec timide à Tom Holland, quoi. Ce qui marchait pas vraiment parce que Tom Holland n'est pas comme ça. Ça marchait beaucoup mieux avec Tobey Maguire. Parce que Tobey Maguire a vraiment la tête du geek, a vraiment la tête du... Tu sais, Tobey Maguire qui jouait le mec timide, ça marche totalement. C'est un peu pareil là avec le Reed Richards pseudo-intello. Pedro Pascal, c'est pas du tout son charisme, c'est pas du tout son image. Et là, on est trop loin en fait, on est juste trop loin. Je crois qu'il aurait pu jouer Tony Stark. Il y a un peu l'idée de Tony Stark. Ça, il ressemble un peu, tu me diras. Il ressemble beaucoup. Au Tony Stark des années 60, on dirait le père, on dirait le Ward. Ouais, donc, mais après, je trouve que le parti pris de le rendre sympa, un peu autiste, un petit peu imparfait dans ses émotions, fait que là, je trouve que ça me fait un peu penser à l'évolution logique de jeu de Pedro Pascal qu'il a eu depuis The Last of Us. Dans The Last of Us aussi, il joue un personnage qui est un peu fragile psychologiquement. Bon là, de façon différente, mais je trouve que c'est un peu le prolongement de ça, parce que justement il est trop intelligent et du coup parfois il est obligé d'admettre des choses qu'il veut pas effectuer, mais il sait que c'est la seule option souvent. Ce qui fait qu'ils veulent nous créent un Reed Richards qui est beaucoup plus sympathique, parce qu'ils veulent avoir un héros dans le MCU, pas avoir un personnage un peu connard. Ce qui fait qu'on a cette version-là que j'apprécie, que je serais content de revoir, mais ce n'est pas non plus mon Reed Richards non plus, mais comme j'aime Pedro Pascal, je suis content de l'avoir quand même. Donc il y a un peu une balance, c'est une balance nécessaire pour l'avenir du MCU, j'ai envie de dire.
Là, comme tu le dis, Vanessa Kirby, c'est un peu, en plus, elle est née limite pour ce rôle-là, parce que le nom de famille Kirby, bien sûr. Vanessa Kirby, qui est limite née pour ce personnage, pour le rôle, puisque c'est vraiment le personnage qui a vraiment été sous-développé par tous les films, Susan Storm. Et là, c'est peut-être elle vraiment le cœur du film, même si je trouve que son temps d'écran est bien départagé avec Reed, mais c'est elle qui a vraiment les gros moments d'émotion du film. C'est que elle, c'est le penchant émotionnel. C'est quand eux, les deux personnages sont vraiment reliés en termes d'arc narratif, parce qu'ils ont un bébé dans ce film-là qui va les relier davantage, et parce que tu as lui qui est très focus sur la tactique, la technique et les problèmes, et elle qui est beaucoup plus focus sur l'émotion, quoi. Ce qui fait que oui, il y a des séquences où ils vont se disputer dans le film, où elle va un peu l'engueuler, mais cette fois, il y en a qui vont un peu parler du côté woke ou de féminisme. Non, pas du tout. Mais dans ce film-là, je trouve qu'il y a un côté naturel. En fait, elle joue pas du tout. En fait, elle joue la mère au foyer. Elle joue la mère, en fait. Les gars, c'est plutôt le contraire, c'est une famille traditionnelle. Ouais. Dans ce film-là, j'ai rien vu de woke, parce qu'on mise à fond sur le modèle traditionnel, et puis il y a un peu cette idée de la femme fidèle, en fait. Tu vois qu'elle s'habille toujours bien, elle se montre pas, elle a des valeurs et qui respecte son mari. Quand elle l'engueule avec respect. Il n'y a pas l'aspect humiliant que j'avais pu voir dans Superman, où moi-même j'avais fait la remarque. Après, moi, j'avais pas sorti ça comme si c'était le truc woke absolu, et que le film était absolument woke, même si James Gunn l'a dit. Dans Superman, il y avait quand même le côté humiliant. Parce que Superman avait l'air d'un con en ce qu'il ne comprenait pas que c'était humiliant. Là où le perso de Reed Richards dans ces scènes-là le comprend déjà, et en plus elle s'arrête assez vite. Tu vois, elle est beaucoup plus dans l'émotion, et ensuite c'est Reed qui vient la calmer. Les deux se comprennent avant même de le dire souvent dans le film. Oui, non, mais c'est... En fait, elle a l'attitude plutôt naturelle, sauvage, entre guillemets, d'une mère, en fait. Exactement. C'est que souvent ces grosses séquences d'émotions, c'est du naturel, c'est que le climax, c'est vraiment la rage d'une mère, en fait, qu'elle joue dans le film, et même là. Oui, c'est ça, c'est le dilemme de la mère et du père, des deux parents. À quel point leurs deux rôles peuvent être si opposés, en fin de compte, mais pourquoi ils sont si complémentaires, en réalité. C'est un peu ça, l'idée du film. En quoi ils sont si différents, mais en même temps si proches. Ouais, parce que sinon, physiquement, bien sûr, elle est très bien pour le rôle, c'est vraiment la femme invisible. D'ailleurs, c'est drôle de voir que le bébé n'a plus les gènes d'elle que de Pedro Pascal. Le personnage est très très bien développé dans ce côté-là, et puis pourquoi il a vraiment un arc émotionnel qu'elle avait pas du tout dans les films d'avant, où on avait la bimbo Jessica Alba et Kate Mara qui était inexistante. Ce qui fait qu'elle porte totalement le film. J'aimerais juste qu'on aurait plus développé son côté humanitaire, parce qu'on voit que c'est plus ou moins elle qui a mis fin aux guerres dans le monde. Parce qu'on voit qu'elle est un peu le chef d'une sorte d'ONU, d'ONG un peu de paix, qui d'ailleurs s'appelle la Future Foundation, qui est dans les comics. La Future Foundation, c'est pas du tout ça, c'est une nouvelle itération de l'équipe des 4 Fantastiques qui a été créée pour préparer le monde à l'avenir et pour assurer la survie du monde à l'échelle cosmique, où ils ont des costumes blancs. Donc là, ils ont un petit peu réinventé le concept de Future Foundation, ce qui me dérange pas non plus. Mais c'est vrai que comme Reed, je trouve qu'on a sous-développé le fait qu'on sait qu'il ait changé le monde et qu'on l'ait pas trop développé dans le film. J'aurais aimé qu'on ait un peu plus développé le fait qu'elle aussi ait énormément changé le monde par le côté humanitaire, là où lui, il aurait changé par le côté plus scientifique, technologique, quoi. Donc voilà, et puis il y a Joseph Quinn, Johnny Storm, et que Matt Shakman avait un peu décrit comme une sorte de jeune Robert Downey Jr. Et en vrai, quand tu regardes le film en VO, je trouve qu'il a un peu cette vibe-là, effectivement, dans sa voix et tout. Après, ça me fume quand Joseph Quinn, il a percé en moins de 2 ans. Le mec, il a fait Stranger Things, l'année d'après, il était dans Gladiator 2, il était dans A Quiet Place, et là, il est dans les 4 Fantastiques. En 2 ans, il est devenu connu, le mec, ça me fume, alors que tous les mecs de Stranger Things, les 3 quarts, ils ont pas de carrière. Donc je trouve ça marrant. Mais c'est vrai que c'est un casting qui me dérangeait un petit peu, parce que ça se voit que c'est pas un blond aux yeux bleus. Après, je sais que maintenant, en ayant vu le film, ça passe mieux quand même. Mais en fait, c'est surtout qu'ils se sont un petit peu calmés sur Johnny Storm, en fait. C'est que Johnny Storm, c'est un peu la figure du macho qui drague des meufs, qui adore les sports de voiture, etc. Et là, ils ont un peu plus canalisé ça pour donner un rôle un peu plus intelligent et scénaristique à Johnny Storm, ce qui m'a pas dérangé. C'est que là, ça change ça fait évoluer ses enjeux, pour le coup. Et je trouve qu'on n'a pas trahi le personnage. Là, on est sur un perso beaucoup plus timide, pour moi. Ouais. Enfin, pas timide, mais plus réservé, plus calme. Il a un côté un peu... En fait, ils sont tous un peu étranges. Il y a vraiment le côté sitcom, et tous les persos ont un blocage. Ils sont très expressifs d'un coup, et ensuite très calmes d'un coup. Il y a vraiment le côté bipolarité en ce que je pense, c'est l'humour du film, en fait, c'est le côté sitcom. Et c'est un peu l'idée, c'est que... il y a une bonne relation comme d'hab avec Ben Grimm, la chose. Si tu veux, il a une tête de psychopathe, il a un visage pas anodin, cet acteur. Il y a un côté versatile, quoi. Il fait aussi bien méchant que gentil, cet acteur. Il joue un empereur psychopathe qui fait Pedro Pascal dans Gladiator 2. Donc. Exactement, ça se voit. C'est pour ça que pour moi, il est pas assez naturel pour jouer un mec comme Chris Evans. Quand tu le vois, ça a pas l'air non plus d'être un mec très très malin. Ouais. Et c'est ça qui marche, même s'il a le charisme naturel, surtout en Captain America, mais ça reste un mec simple, Chris Evans, ça se voit. Là, tu vois Joseph Quinn, il a l'air un peu... pour moi, il peut jouer un violeur, quoi. Tu vois, il a une tête de... sans vouloir être violent, agressif, mais il a une tête de psychopathe, clairement. Il a un regard, il a des yeux un peu... Je sais pas s'il joue mal ou... mais il a une tête où ça marche pas trop. Il y a un côté...
quand il veut être drôle, en fait, j'ai du mal à le sentir authentique. J'ai l'impression que il joue. Ouais. Tu vois, j'ai vraiment le côté. C'est un petit con qui veut faire ce qui colle, tu me diras, avec Johnny Storm, hein, mais il y a un côté pas naturel. En fait, son visage ne va pas avec le rôle qu'il incarne. Il y a un côté quand même timide avec sa relation, là, entre guillemets. Il y a un côté renfermé, il y a un côté geek. Il est plus mature, là, on va dire. Mais... Ouais, il y a quelque chose, il y a un blocage. Parce qu'on trahit pas le personnage non plus, c'est qu'il est quand même fou des femmes, et en plus on montre que c'est un mec qui veut vivre l'aventure, qui veut aller dans l'espace, et donc on combine un peu les deux dans ce film-là. Il y a plus ce côté enfantin. En fait, j'ai l'impression que c'est un autiste. Il y a un côté autiste, mais on va dire ça à tous les persos. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un côté. Et pour finir, j'aime bien le rendu de ses pouvoirs parce que maintenant, comme ils ont des costumes avec des traits un peu partout, ça crée le design, le look des comics de Jack Kirby, où il était tout rayé aussi. Donc ça, c'est une idée qui était toute conne, mais qui marche bien. Et la chose pareil, ils ont renouvelé les enjeux parce que là, on est plutôt sur la chose qui fait peur à tout le monde. C'est que là, comme on est sur une équipe qui est déjà installée depuis 4 ans, bah tout le monde adore la chose en fait. D'ailleurs, c'est une idée que j'aime bien des comics, c'est dans les comics, Reed Richards a forcé l'équipe à devenir des célébrités pour faire en sorte que la chose puisse vivre librement en fait. La chose se faisait détester par tout le monde avait peur de lui, et là dans cet univers-là c'est tout l'inverse, c'est que là c'est un peu la mascotte, en fait il a un petit côté Teddy Bear dans ce film-là. C'est le gros nounours qui console tout le monde, déjà il est pas effrayant, il a un côté un peu mignon avec son mono-sourcil géant, etc. Et le regard bleu très fort qu'ils ont gardé de Ebon Moss Baccarat. D'ailleurs c'est très marrant que ce soit lui qui le joue parce que c'est lui qui avait joué Micro dans Punisher. Donc il joue 2 personnages dans le MCU maintenant. Et ce qui est encore plus marrant, c'est que Micro était un hommage à Stan Lee parce qu'il s'appelait Lieberman. Et là, il joue la chose qui est très clairement inspirée par Jack Kirby lui-même. Parce que Jack Kirby a basé la chose sur son histoire lui, c'est que la chose vit à Yancey Street, qui était la rue où a grandi Jack Kirby. Et physiquement, il s'était basé sur lui-même pour créer la chose. Bon, dans les comics, il utilise un cigare. Là, je pense qu'il est trapu aussi. Ouais. Là, et oui, à ce côté-là, la façon dont il s'habille, c'était très Jack Kirby. Et il mange juste le cigare et c'est Jack Kirby en fait. Donc je trouve ça marrant que d'ailleurs, il est juif comme Jack Kirby. Et c'est le premier acteur juif à jouer la chose, parce que Ben Grimm à la base est juif aussi. D'ailleurs, il y a une séquence dans une synagogue dans le film avec le personnage où je trouve qu'il ressemblait un peu à un rabbin. Parce qu'il avait sa barbe, il avait son chapeau, donc je sais pas si c'était volontaire, mais je trouve que c'est un personnage qui est vraiment mis de côté pour le coup. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait c'est un personnage qui influence le reste et qui fait tout c'est que lui c'est le seul qui garde un peu son humanité, qui se promène dans la rue, qui fait ses courses, tout le monde le kiffe, les enfants le kiffent, il fait plaisir aux enfants, c'est un bon soutien pour tout le monde, c'est un soutien à Reed. C'est que Reed s'en veut pour ce qu'il est arrivé. En fait, c'est le Hulk de Endgame, quoi. C'est un peu ça. Et puis, c'est un soutien pour Suzanne quand elle est enceinte, etc. C'est le personnage soutien. Même son action finale, dans le combat final, c'est un soutien, en fait. Donc, mais en dehors de ça, lui, il a pas d'intrigues qui sont extrêmement utiles pour le film. Il a pas vraiment d'intrigue. C'est que le seul truc là, c'est qu'ils instaurent un début de relation de love interest avec un certain personnage qui n'a pas de conclusion parce qu'ils ont genre que 2 scènes ensemble. Et on n'a jamais de séquence qui paye off la relation, et ça se voit qu'ils ont complètement surdécoupé tout ça dans le film, ce qui est dommage. Ce qui fait que la chose malheureusement est un peu plus éclipsée que les autres personnages, ce qui me dérange, bon, après c'était un peu lui le cœur des autres films, beaucoup de fois, donc ça me dérange pas qu'on le mette un peu plus de côté, mais c'est dommage que lui par rapport aux autres, en fait que tout le monde a son petit moment sauf lui, quoi, ça me dérange. La seule chose que je dirais de plus, c'est que là pour le coup, on développe beaucoup plus ses connaissances techniques que ses pouvoirs, c'est que là on montre vraiment que c'est vraiment le meilleur pilote du monde dans cet univers-là, dans le sens où là il pilote beaucoup dans ce film-là. C'est que les courses-poursuites et tout, c'est souvent grâce à cet talent de pilote que l'équipe s'en sort. Donc ça, c'est le truc qu'ils ont mis en valeur, qui n'était pas du tout mis en valeur avant, pour le coup, dans les autres films. Et oui, j'ai bien aimé l'idée qu'il y ait sa barbe qui pousse à un moment donné pour faire dire de la barbe en pierre. C'est assez marrant. Et en vrai, il y a une justification scénaristique en plus. Donc c'est quelque chose qui marche bien. Et c'est cool aussi. Ça existe ça dans les comics ? Oui, il a déjà une barbe dans les comics aussi. Et derrière, je suis très content qu'on ait Herbie enfin dans les 4 Fantastiques. Qui, pour anecdote, Herbie a été créé dans un dessin animé où en fait ils en ont fait le 4e membre de l'équipe parce qu'en fait ils avaient peur que la torche humaine fasse peur aux enfants et oriente les enfants à se brûler sans faire exprès en fait, en touchant les cuisinières par exemple. Du coup ils ont créé ce petit robot qui était le 4e fantastique à la place de la torche humaine, et depuis le petit robot est devenu populaire. Ensuite ils en ont fait un peu l'assistant de l'équipe dans les comics. Donc j'aime bien la DA d'Herbie qui est par des années 60, c'est une cassette en fait, ça, son visage. C'est un Walkman. C'est comme les transcriptions qu'utilise Johnny, c'est des vinyles en fait aussi. Donc il y a des DA qui sont sympas. Et Herbie il est assez... Et ce qui est bien, c'est quoi les éléments du script, les vinyles au début tu te dis pourquoi est-ce que c'est là, puis après ça sert. Oui, tout paye off, là, t'as l'invention qui crée au début qui paye off sur la fin ici, c'est tout paye off, le scénario est assez bien. Vu qu'il dure 1h55, ils allaient pas laisser des choses qui ne l'étaient pas. Ils allaient pas laisser du gras quoi, mais oui, Herbie a son petit rôle de babysitter qui leur a un peu mimé, qui marche bien, qui fait que c'est la mascotte qui est assez cool dans le film, et il est bien designé, ça m'a fait plaisir d'enfin l'avoir dans l'équipe.
Comme le Fantastic Car, le Fantastic Car il est un peu plus redesigné, c'est pas celui des comics, là ils ont fait un truc un peu plus typé voiture de course des années 60, qui marche bien aussi dans son look aussi. Comme c'est un film qui dure 1h55, il y a grosso modo que les 4 fantastiques et les 2 antagonistes. En vrai. Les autres personnages sont pas assez développés pour les parler sans spoiler. Donc la surfeuse d'argent, encore une fois interprétée aussi par une très bonne actrice que j'apprécie beaucoup, qui est Julia Garner, qui avait joué dans Ozark et qui a gagné plein d'Emmy grâce à Ozark. Donc je suis content de l'avoir percée à Hollywood avec ce film-là et avec d'autres films qu'elle est en train de faire là. Donc dans les bandes annonces, j'étais très divisé par son look. Je le suis moins dans ce film. Maintenant je le suis beaucoup moins. Dans le sens où, en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que le surfeur d'argent, pour moi, a un design un peu inhumain, tu vois. C'est que pour moi, c'est un personnage qui est totalement argenté, qui semble représenter presque une statue humaine, quoi. Et là, le fait d'avoir gardé ses iris sur ses yeux et de lui avoir mis des cheveux platinés, bah, je trouve que elle a un côté quand même humaine, et peut-être un peu trop humaine par rapport à l'image que j'aurais du surfeur d'argent. Mais je trouve que dans le contexte du film, je trouve qu'au final ça passe bien parce que je trouve que c'est une version qui est quand même beaucoup plus émotive que le surfeur d'argent qu'on a vu en 2007. Du coup, celui-là était beaucoup plus froid. Elle a quand même beaucoup plus d'émotion dans la manière dont elle joue dans ces scènes. Et son arc est peut-être un peu plus focalisé sur l'humanité et sur le fait que les 4 fantastiques se voient un peu en elle dans un sens, dans leur mission. Ce qui fait que je trouve qu'au final ça marche plutôt bien et les effets spéciaux, comme on l'a dit tout à l'heure, sont très réussis sur elle. Que déjà la chose parfaite, elle aussi, c'est que tu as des séquences où tu as le reflet de Johnny sur elle, qui marche bien, donc elle est assez irréprochable en termes de visuel. Malheureusement, son arc narratif est exactement le même que celui de 2007. Ce serait le truc à dire, c'est que... Mais je trouve qu'elle est moins développée que celui de 2007. Elle est moins développée aussi, Sauf que dans 2007, c'est vraiment le cœur du film. Ouais. Et qu'il y a beaucoup plus d'émotions. Mais... Il y a beaucoup plus d'émotions dans le 2007 pour le surfeur d'argent. Tout à fait. Ce qui n'est pas le cas ici. Là, on développe, son arc, c'est la même chose. Finalement, on n'a pas de conclusion, il n'y a pas autant d'émotions. C'est pas un spoiler, c'est la base du personnage. Le surfeur d'argent, c'est un alien qui vit avec sa famille et qui fait un pacte avec Galactus pour devenir son servant en échange d'épargner sa planète, en fait. Mais en échange, le surfeur d'argent, ça devient le chevalier d'Apocalypse qui va condamner toutes les planètes pour Galactus, quoi. Donc c'est un personnage qui est très ambigu parce qu'il a sauvé sa planète, mais il en a sacrifié d'autres. Donc c'est un personnage qui a un PTSD éternel, quoi. Il a sacrifié des milliards de vies pour maintenir sa planète à lui ou à elle. Donc c'est aussi ça, c'est qu'ils adaptent la version de Chalabal, donc la version féminin du surfeur d'argent, mais en vérité c'est Norinrad au féminin, c'est la même backstory que Norinrad, c'est pas du tout Chalabal dans ce sens-là. Après, il y en a beaucoup qui crient au wokisme, après je pense que oui, c'est aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnages féminins dans le film, c'est un film qui reste quand même très masculin, et si t'enlèves la femme invisible, mais il y a que des mecs dans ce film-là. Mais c'est aussi parce que je pense aussi que la version de 2007 de Norinrad était tellement excellente en termes d'interprétation, de design, qu'ils se sont dit, si on doit faire l'arc Galactus, il faut qu'on fasse un surfeur d'argent diamétralement différent, au moins en termes de jeu et en termes d'esthétique, quoi. Donc je pense que c'est en grande partie pour ça qu'ils ont changé le sexe du personnage, ce qui ne m'a pas dérangé d'ailleurs, j'ai pas eu de soucis avec ça, parce que j'aime bien l'actrice, donc ça faisait un compromis qui faisait que j'étais content de la voir dans ce type de projet-là. Mais oui, comme on l'a dit, elle a son arc à elle, un arc qui est très prévisible, mais un arc qui, sur la toute fin du film, fait très expéditif et très cheveux sur la soupe, pour le coup. Mais grosso modo, c'est l'arc de 2007 en plus expédié, mais avec plus d'émotions retranscrites par le jeu de l'actrice, on va dire. Et Galactus, en vrai, il n'y aura pas grand chose à dire, parce que c'est surtout de la technique, Galactus. Mais comme j'ai dit, du coup, toi, tu l'as vu en VO, et en VF, où ils ont mis la voix de Emmanuel Giacomi, qui est une très bonne voix aussi pour Galactus. Mais c'est Ralph Ineson qui joue le Galactus, qui est un acteur qui est très secondaire, il avait joué un ravageur dans le premier Gardien de la Galaxie, un ravageur secondaire. Donc là, on voit l'évolution de l'acteur. Qu'il a joué Galactus parce qu'il a une voix de taré. Il faisait la voix du Green Knight dans le film Green Knight, il a une voix très très grave, très très rauque, qui fait que dès que tu l'entends parler, ça fait trembler les sièges. Et oui, il est très très bon dans le rôle, j'apprécie le fait que Matt Shakman a souhaité lui donner un costume sur le tournage, parce que là il a joué le rôle tout seul, parce qu'aucun acteur était avec lui, parce qu'il est géant, donc il a tout joué tout seul. Donc j'étais content que Matt Shakman ait eu ce sens du détail pour le faire jouer le rôle. Et je trouve qu'il interprète très bien. En fait, dans le design, on sent un Galactus ancien, quoi. C'est qu'il est violet, mais pas pétant. Il est un peu sombre, il est un peu usé. Et ouais, c'est bien. Il est pas que violet. Enfin, il est que violet quasiment. Oui, quasiment. Mais c'est bien parce que son design aurait pu paraître cheap. Et justement, en le rendant juste un violet assez sombre,
brillant. Ils ont réussi à le rendre bien crédible, je trouve. Ils ont bien relevé le défi. Alors, c'est vrai que je trouve qu'il y a vraiment le compromis que Superman avait pas toujours réussi à avoir, de la frontière du kitsch en fait. Exact. C'est que là, c'est un film qui assume à fond le côté comics comme Superman, c'est qu'on a des super-héros, on a un homme taupe avec des monstres souterrains, t'as Galactus, qui est un homme géant. Tu prends Waititi, ça marchait parce qu'il assumait aussi le côté cérémoniel, le pyjama. Là, dans Superman, en effet, il y a un peu le côté CW quand tu as certains costumes, certaines perruques. Ça fait CW, mais CW, c'est pas bien. Ce qui fait que je trouve que là, surtout que la différence qu'on va évoquer aussi, c'est que le film 4 Fantastiques est quand même pas mal pur premier degré dans sa tonalité. C'est que Galactus, il aurait pu être ridicule, c'est pour ça qu'on l'a pas osé en 2007. Et là, on va quand même te faire un mec géant, un kaiju géant humain qui va se balader sur la ville, quoi. Et ça passe en fait, ça passe parce que l'acteur est excellent et parce qu'ils ont réussi à bien l'iconiser de façon assez horrifique, on va dire, et parce que t'as l'interprétation de Ralph Ineson. Et je vous l'ai dit, le film a une fin prévisible. Après, je trouve que même si Galactus a une fin prévisible, ils ont quand même réussi à éviter l'écueil qu'on aurait pu avoir par rapport à Kang dans Ant-Man 3, parce que Kang dans Ant-Man 3, Kang a perdu toute crédibilité en tant que grand méchant de la saga du multivers, en se faisant battre par des putains de fourmis. À partir de là, ton ennemi n'est plus crédible et n'a plus aucune valeur pour la suite de l'univers, quoi. Ce qui fait que Kang, tu le dégages et tu mets Doctor Doom à la place, quoi. Alors que Galactus, il est respecté de A à Z. Tu vois, c'est que même dans ses actions, même dans ses inactions, même dans ce qui peut lui arriver, on comprend la menace du personnage, et si jamais il est battu ou affaibli, c'est cohérent par rapport à ce qu'on montre de lui, quoi. C'est-à-dire, il maintient quand même son iconisation et son imposance, ce qui fait que c'est un personnage qui est assez réussi. Mais voilà, comme le film est vraiment straight to the point, Galactus, c'est un personnage qui serait fascinant à développer, tu vois, c'est un dieu, on le considère comme un dieu parce qu'il existe avant même l'univers, en fait. Donc en vrai, on aurait pu développer toutes ces thématiques, la métaphysique, de d'où il vient, de son histoire, etc. Mais comme c'est un film qui va directement à l'essentiel, ça reste de la façade, et il est là pour faire ce qu'on lui demande de faire, et il le fait très bien, quoi. Ce qui fait qu'on est sur un méchant qui a pas un développement de malade, mais qui par sa présence et son charisme et son imposance, est un bon antagoniste, ce qui porte bien le film. Et pour terminer cette partie sans spoiler, je pense qu'on peut évoquer aussi que c'est l'un des films du MCU qui gère le mieux l'humour du MCU, c'est dans le sens, ça faisait longtemps, encore une fois, qu'il n'y avait pas eu un film du MCU qui désamorce pas les enjeux par des vannes, tu vois. C'est que c'est un film, déjà je trouve que les vannes font beaucoup plus naturel que beaucoup des films du MCU, l'attitude des personnages, en fait, c'est des blagues de foyer, quoi. Ouais, déjà parce que t'as l'ambiance très optimiste années 60 qui crée ce côté assez light de base, et puis t'as les petites chamailleries classiques. T'as même pas besoin de blagues en réalité. T'as les petites chamailleries classiques de Ben et de Johnny qui étaient limite à fond dans le 2005, qui là sont beaucoup plus secondaires. Qui étaient un peu border. Ouais, borderline et tout. Et là les vannes n'interviennent jamais dans les moments d'enjeu. C'est que le combat final est full premier degré, et dès qu'il y a des enjeux dramatiques qui sont posés, c'est premier degré, et on sent l'inquiétude que les personnages doivent avoir, pour le coup. Ce qui fait que le film maintient un ancrage terre à terre qui le rend, je trouve, beaucoup plus intéressant et beaucoup plus formellement parlant, plus marquant dans l'émotion et dans l'apport au personnage que beaucoup des films, et malheureusement Superman aussi, même Superman a quand même réussi certaines choses cette année, quoi. Donc voilà, moi si je devais faire un résumé final sur ce film 4 Fantastiques, c'est que c'est un film qui malheureusement va tellement à l'essentiel qu'on en oublie de prendre une pause, en fait. C'est un film qui prend pas de pause, qui est très rushé, très coupé, mais qui arrive quand même à bien développer tous ces personnages, quasiment à part Ben Grimm qui est mis de côté. Donc on a des effets spéciaux irréprochables, une réalisation qui aurait pu aller beaucoup plus loin dans l'esthétique, parce que la réalisation ne vaut pas l'esthétique qui est vraiment irréprochable, la musique qui est très marquante, la menace qui est pas tant développée que ça, mais qui est très efficace pour ce que le film nous propose. Donc c'est un film qui pourrait... En fait, c'est un film qui est un peu frustrant quand même. J'ai eu la même sensation de frustration que Superman, dans le sens où les deux films auraient pu être grands, en fait. C'est que ce film-là, si on l'avait fait en 2002, à l'époque de Sam Raimi, avec ces ambitions-là, ça aurait été un grand film, tu vois. Ça aurait été un grand film parce qu'on aurait laissé 20 minutes de plus dans le temps d'écran, on aurait développé beaucoup plus de choses, on aurait tenté beaucoup plus d'éloges dans la réalisation, on aurait assumé un film qui dure plus longtemps avec des partis pris beaucoup plus forts. Et là, malheureusement, même si c'est un film qui est rafraîchissant par rapport à MCU qui ose des choses, la restriction de Marvel à faire un film de moins de 2 heures et l'accélération de production que le film a subi aussi, parce que le film s'est fait assez vite quand même après le tournage, fait qu'on a un film très sympa, très rafraîchissant qui fait du bien dans la série du MCU, mais qui malheureusement peut être oubliable quand même. C'est ça qui me dérange, c'est que c'est clairement, sans aucun doute, le meilleur film 4 Fantastiques. Ça, je pense qu'il n'y a pas trop débat dans cet aspect-là. C'est que on a enfin une référence positive à l'équipe qui va donner une bonne image. Mais ça reste un film très très cool, très très sympa, très très cool, mais qui sera pas grand. Ça, c'est ça qui me dérange avec les comic book movies d'aujourd'hui, c'est que ce soit ça ou Superman, il y a un truc qui manque en fait. Voilà. Oui, c'est clair. Pour moi, il y a une question de studio, il y a une question de talent.
Je pense que les studios brident quelque peu les réalisateurs. Et je pense que les réalisateurs n'ont plus autant de talent et je vais pas dire de liberté, mais tu prends WandaVision, c'est quand même plus humain, il y a beaucoup plus de profondeur. Là, on est sur un film de 2 heures de cinéma, il n'y a pas le temps, il faut que ça corresponde à tous les publics. Superman, c'est un film un peu charcuté aussi, il n'y a pas vraiment d'histoire, on est plus sur un truc gneu enfantin. Il y a un gros sketch avec un enchaînement de comédie. Il y a un peu de fond par moment pour le coup, un peu de fond aussi dans les 4 Fantastiques. Mais il y a un manque de talent, je pense que on est dans une époque où les films super-héros justement n'ont plus autant de liberté, n'ont plus assez de liberté. Ce sont les blockbusters principaux, donc ils sont un peu trop cadenassés. Je pense que ça va être compliqué de retrouver un film à la Sam Raimi. Même Iron Man 1, tu vois, où il y avait un certain décalage, il n'y avait pas de pression. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Marvel, justement. Captain America 1, qui était bien dans son cadre et qui était assez iconique pour moi, assez marquant. Là, on reste quand même bloqué dans un cahier des charges, entre guillemets. Et malheureusement, en fait, moi, c'est beaucoup de regrets. En fait, quand tu vois le film, c'est sympa, mais c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de choses bien taffées, bien faites. Et le truc qui aurait pu vraiment faire décoller le film n'est pas présent. Et puis le casting est comme le film en réalité un peu convenu. Un cahier des charges, tu prends Pedro Pascal pour justement te rassurer sur la suite du MCU. Tu prends pas Pedro Pascal parce que c'est le meilleur acteur, le meilleur choix pour Reed Richards. C'est que Vanessa Kirby où ça colle complètement et puis le reste c'est des choix un petit peu en fonction de ce qu'il y a. La chose est bien, c'est juste qu'on laisse, surtout qu'on laisse pas assez à faire. Si on laisse pas assez à faire, mais c'est un effet spécial. Ouais. Mais Johnny c'est aussi un acteur qui allait percer, donc tu l'as pris un peu par opportunisme. Donc Pascal, c'est surtout pour stabiliser l'MCU qui n'a plus de leader. De lead, je dirais même, un peu comme ce que je fais. Donc en fait, il y a un petit peu comme dans Les Gardiens 3, je dirais, le côté aveu d'échec. Justement, moi, dans Les Gardiens 3, à chaque fois, j'aime bien le critiquer parce que c'est le film qui a été la rupture pour moi avec le MCU, un peu dans l'idée... Dans Les Gardiens 2, j'avais encore cette liberté. Même dans No Way Home, j'avais cette liberté où je me suis dit, certes, c'est pas ambitieux, dans la forme, mais dans le fond t'as quand même fait un truc qui est bien, qui change un peu le cinéma au moins. Il y avait de l'honnêteté, il y avait le côté fan, même dans Endgame justement. Mais il y a ces derniers films où voilà, tu prends Doctor Strange 2, c'est pareil, c'est un aveu d'échec parce que Sam Raimi ne modifie pas vraiment le film, et en fin de compte tu vois que Marvel a mis sa grappe dessus et c'est très décevant. Moi c'est ça mon opinion. Les Gardiens 3 c'est pareil, c'est pas une conclusion couillue, c'est une conclusion convenue. Pour moi c'est le meilleur film Marvel depuis Les Gardiens 3, ça c'est mon avis. Oui, qui était le meilleur film Marvel depuis Les Éternels, qui était le meilleur film Marvel depuis Endgame. Ça, c'est peut-être. Voilà. Les Éternels, j'aime pas. Ouais. J'aime pas le film, en l'occurrence, je trouve très ennuyeux. Pour ce qui est du reste, on est en dehors des... On est en dehors de notre monde. Captain America 4, c'est une catastrophe, même si je l'ai pas regardé, mais j'ai vu les trailers et ça m'a suffi. Ouais. Les Marvel, tout ça, avec les filles, là, aucun intérêt. Thunderbolt, ça a l'air sympa, mais ça a l'air aussi convenu. Ouais. Moi, j'ai pas très envie de voir un truc qui est convenu. C'est convenu, mais comme c'est surprenant émotionnellement, les gens se sont tellement kiffés le film qu'ils se contentent d'avoir un truc bien pour être rassurés, en fait. C'est ça qui me dérange. Ce qui fait qu'il y en a qui préfèrent Thunderbolt à 4 Fantastiques, hein. Mais en vrai, je comprendrais totalement, hein, j'en connais, mais... Donc, ce que je retiens de Superman à la place de Scott Fantastic, c'est qu'au moins James Gunn, avec son talent, a tenté de faire quelque chose. Ah, c'est l'opposé hein, dans ce côté-là. Mais là aussi, il y a le cahier des charges de DC où il a mis trop de choses en un film et du coup, c'est assez insupportable. C'est un film où je me dis ça peut être sympa pour le Blu-ray, il y a des scènes très sympas. Au-delà de la majorité des derniers Marvel, en l'occurrence, hein, depuis Ant-Man 3, c'est un peu l'hécatombe au niveau des effets spéciaux. Et les films de super-héros en général, hein, je vais préciser. Mais derrière, est-ce que t'as envie de le revoir? Les 4 Fantastiques en global, on va pas parler des anciens films, mais ça reste des films que t'as pas forcément envie de revoir beaucoup de fois. Ouais. Et puis les scènes post-génériques, que la deuxième, elle est useless, pas la peine de regarder. La première... Si vous savez pas du tout qu'est-ce que ça concerne, vous pouvez pousser un petit cri et être content, mais si vous imaginez, c'est une amorce à Avengers Doomsday. Et c'est vrai que je trouve que ça reste quand même très très timide, surtout que ça rentre pas du tout en concordance avec la scène post-générique de Thunderbolts d'ailleurs. donc ouais, j'aurais aimé qu'ils aillent plus loin dans la scène post-générique de Doomsday. On sait que le prochain c'est Doomsday, montrez-nous le truc quoi, arrêtez de cacher encore. Donc voilà, ça c'était la conclusion des scènes post-génériques. Ça fait longtemps que Marvel a pas fait de vraies bonnes scènes post-génériques, je dirais.